RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Nicolas Jamin. Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. 22h à Paris, minuit à Doha. Bienvenue dans l'After Intégrale Coupe du Monde sur RMC en direct du studio ici au Qatar. Avec ce soir Daniel Riolo. Bonsoir Daniel. Bonsoir les amis. Lionel Charbonnier, salut Lionel. Bonsoir à tous. Étincelante Albiceleste, l'Argentine qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde, victoire 3-0 face à la Croatie. De match, il n'y en a pas eu, Messi phénoménal. On va prendre le temps, mais sur le débrief, et vous nous appelez au 32-16, supporters argentins, supporters français, supporters du football également. L'Argentine est en mission dans ce mondial, c'est presque mystique. On va en parler dans un instant avec Daniel et Lionel, bien sûr. Veille de France-Maroc, la deuxième demi-finale. Des nouvelles de l'équipe de France, Rabiot et Upamecano absents de l'entraînement. Est-ce inquiétant? Des nouvelles des Marocains aussi, pas mal d'incertitudes avant ce duel demain à 20h. On écoutera également le sélectionneur marocain, Walid Regragui. En a-t-il fait un peu trop en conférence de presse? Il a fait le show, il a balayé les critiques sur le jeu de sa sélection, jugé trop défensif par certains, et s'est moqué des adeptes, des adorateurs de la possession de balles. On l'écoutera, ça a été un petit récital. J'ai hâte d'avoir vos avis, Daniel et Lionel, sur la question. Et puis les infos Coupe du Monde avant ce France-Maroc en toute fin d'after. D'abord très rapidement, Jeannot Rességuier qui est au stade de Louzaï, qui assiste à la joie des Argentins qui sont en train de quitter la pelouse, en tout cas en tribune. Il y a encore beaucoup de bruit, Jeannot. Quelle communion entre les Argentins et leur public. On les a vus chanter avec eux, on les a vus sauter devant eux une partie du virage et ensuite d'aller voir les familles. On a vu surtout un Léo Messi enjoué, souriant, qui levait la tête, faisait le tour comme ça, de gauche à droite, puis de droite à gauche, en regardant le virage où se trouvait l'essentiel des supporters argentins, comme pour apprécier le fait que déjà la première mission est accomplie, c'est-à-dire la finale de la Coupe du Monde 2022 ici même à Louzaï dimanche. Et puis il est allé faire le tour de tous ses partenaires, a eu droit à une belle accolade de la part de tous ses coéquipiers et surtout la dernière auprès de Lionel Scaloni, le sélectionneur de cette équipe argentine, où ils sont restés enlacés pendant plusieurs secondes. Là il est en train de discuter avec certains journalistes puisqu'il est, et c'est normal, l'homme du match de cette demi-finale. Pendant ce temps-là, ses coéquipiers sont en train de faire le cercle là, et de sauter les uns à côté des autres. Oui, Daniel. Jeannot, j'ai une question pour toi. T'as vu beaucoup de choses quand même dans ta carrière, parce que ça fait des années que tu commandes des matchs. Alors effectivement, les choses qui ont dû te marquer, c'est celles qui t'ont touché, et forcément les succès de la France que t'as vu de près. Mais autour de cette sélection argentine que tu vois depuis le début de cette Coupe du Monde, est-ce que tu vois des trucs quand même qui, malgré ton expérience, sont un peu uniques entre tous ces supporters, ce qui se passe autour de Messi? Il y a un truc à part, un truc un peu inexplicable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Messi est en mission déjà. On l'avait dit, on l'a évoqué sur la première partie de saison du PSG, que ce soit avec la Ligue 1, que ce soit avec la Ligue des Champions, sur le fait qu'il a préparé cette saison de façon différente, cette première partie de saison de façon différente. Il le montre au fil des matchs. Il a 5 buts ce soir, il a mis 3 pénaltys. Ok, il en a raté un contre la Pologne, mais il a porté cette équipe. Oui. Il a porté cette équipe en vraiment dosant ses efforts, en sachant que derrière lui, on le disait tout à l'heure, il a des grognards, et je pense notamment à De Paul, qui chaque fois qu'il va à droite pour l'éviter d'avoir à faire un effort supplémentaire dans la récupération du ballon. Et ce soir, ce qu'il réalise sur le 3e but, quand il offre le doublé à Alvarez, c'est de montrer que ce garçon-là a tout simplement récupéré ses jambes de 20 ans. Il a 35 ans, 171e sélection. Il a marqué ce soir son 96e but, 10e but en Coupe du Monde. Avant ce soir, il dépasse Batistuta, il dépasse Mataos dans le nombre de buts de matchs réalisés en Coupe du Monde. Il est en mission, Daniel, et tu as raison. Et il est soutenu par tout un peuple. Et je finirai sur cette paraphrase en disant que ce soir, peut-être, Messi est entré un peu plus dans le cœur des Argentins, comme un certain Maradona, et qu'on a peut-être vu ce soir le début d'un Messi maradonesque, à condition pour ça que dimanche soir, il gagne la Coupe du Monde. Merci Jeannot, c'était un régal. On te retrouve demain soir 20h pour le coup d'envoi de ce match entre la France et le Maroc. À plus tard sur RMC. Tu as raison Daniel, il y a quelque chose d'irrationnel dans ce que vit l'Argentine. Alors le foot en Argentine a toujours été irrationnel, ça dépasse tout, c'est une
comment dire, ça relève presque du mysticisme. Parfois, ça peut être inquiétant quand on est français et qu'on va sur place. Mais ce qui se passe là autour de l'Argentine, c'est encore un niveau au-dessus. J'ai l'impression par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. L'autre jour, Nico, j'ai dit, n'ayant plus les réseaux sociaux, je m'en rends pas compte, mais on m'a quand même répercuté que ça avait été très 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 mal pris quand j'ai dit, je n'y peux rien, cette Argentine me fait quelque chose, j'ai envie qu'elle gagne. Bon, je sais pas si c'est être un traître à la patrie, mais comme j'ai deux pays, de toute façon, d'un côté ou de l'autre, on est forcément un peu traître quand on est comme ça. Mais juste est-ce qu'on peut considérer dans le monde, tout le monde n'est pas, il y a plus de neutres que de partisans forcément sur un dernier carré, et encore plus a fortiori sur une finale. Il y aura que deux camps. Les gens qui aiment le foot et qui, évidemment, le cœur ne va pas battre pour les Bleus s'ils sont pas français. On peut, d'un point de vue du football, de ce que ça représente l'Argentine et Messi, considérer que ce sera un événement unique planétaire de voir Messi champion du monde, que c'est un truc qui sera de l'ordre effectivement de la connexion divine, toute leur histoire qu'ils nous racontent avec Maradona. Bon, ouais, il y a une sorte de magie. On a le droit de marcher à cette magie. Moi, j'aime les histoires dans le foot. J'ai plus 20 ans. Mon cœur bat moins comme un supporter pour le foot, quel qu'il soit, que ce soit, voilà. Après, quand on est plus jeune, on est un peu plus excité par ça. Maintenant, un petit peu moins. Et le côté histoire, roman du foot, livre d'histoire, enfin, ça me passionne plus. Et j'avoue un faible. Pourtant, toute l'année, je manifeste pas une passion absolue. Évidemment que c'est un joueur que j'adore vraiment, mais je suis pas toutes les semaines en train de vénérer Messi, de le vénérer. Là, sur cette Coupe du Monde, je sais pas, il y a un truc, c'est de la magie. On n'est plus dans l'analyse football de ce qui se passe avec l'Argentine. Bon, voilà, c'est autre. Moi, je sais pas, j'adore ces histoires-là. J'aime ces histoires-là. J'y peux rien. Qu'on le prenne mal quand je dis que j'ai envie de les voir gagner. Je suis désolé. Il y a beaucoup de messages déjà. Tu vois là, Daniel, pendant que tu parles, effectivement, certains ne comprennent pas tes propos, bien sûr. Et peut-être qu'ils aiment moins le foot que moi. Ils sont juste supporters. Je sais pas, c'est ça. Écoute, moi, je considère que. Moi, en revanche, si l'équipe de France va en finale, je serai de manière, naturelle et spontanée pour l'équipe de France. Maintenant, si Messi l'emporte, ce sera au moins une douce consolation. Ne serait-ce que concernant. Mais tu sais, ce que tu viens de dire, c'est déjà énorme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand ton équipe joue d'avoir même une douce consolation en pensant à l'adversaire? Eh bien, pourtant, en tant que supporter français, on va avoir une douce consolation. C'est dire à quel point ce gars-là transcende tout, et si cette histoire, au fond de nous, elle nous plaît à tous. Normalement, t'as pas une douce consolation. Et ben là, on l'aura au cas où, si ça arrive, parce que les Français seront quand même favoris s'ils y vont, parce qu'il leur reste une demi-finale à jouer. Je sais pas. Je dois être l'unique à penser comme ça. Je l'avais dit Lionel également. Non, je suis entièrement d'accord, et notamment avec ce que t'as dit, Nico. C'est-à-dire que bien sûr, si admettons c'est la France qui va en finale, que la France perd, je me dirais putain, mais on a quand même vécu un truc. Et ce qu'a raconté Daniel, c'est exactement ça. On a vécu un truc incroyable en voyant Messi à ce niveau-là, avec une histoire que on aura vécu cette histoire-là. Exactement. Certains ne l'ont pas vécu avec Maradona et vont la vivre, mais ça sera une douce consolation, c'est tout. Ça veut pas dire que je veux pas que ce soit la France qui gagne. C'est pas ça qu'on dit. C'est dans le mystique, dans l'histoire. Cette année, c'est particulier. Dans l'histoire du football, c'est hallucinant. Ronaldo ne le fait pas. C'est Mbappé peut-être va le faire, et on aura vécu ça aussi. Quand je disais l'autre fois, je me suis fait reprendre de volée à Charbonnier, comprend rien, machin. Quand je voyais Mbappé à ce niveau-là, à 23 ans, faire ce qu'il fait avec mais être à ce niveau-là, comment c'est dur d'être à ce niveau-là. J'ai dit, franchement, quand je l'ai vu faire son doublé, j'avais les larmes aux yeux. Mais alors les gens se foutent de ma gueule, mais parce que c'est quelque chose d'incroyable. Mais pourquoi on se moque de toi là-dessus, en fait? On est dans une Coupe du Monde. Je te promets, tu verrais ce que j'ai pris sur mais je m'emballais reploplo. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne savent pas comment c'est dur d'arriver déjà à être professionnel. Ensuite, d'arriver à être en Coupe du Monde. Et à ce niveau-là où était Mbappé en Coupe du Monde, mais je me dis, mais c'est hallucinant de se rendre. Comment tu peux te. Et Messi, c'est la même chose. Là, je lis un torrent de critiques pour vos commentaires, évidemment. Mais je comprends. Mais on s'en fout. Franchement, pour moi, c'est des ignorants. Ils n'aiment pas la magie du foot. Ils ne pensent qu'au résultat. Ils n'aiment pas l'histoire, Daniel, ce que ça représente. Le foot ne serait pas. Tu peux comprendre quand même un supporter français attaché.
Le foot ne serait pas On n'a pas dit qu'on voulait voulait pas que la France ne soit pas championne du monde. C'est pas ce qu'on a dit. Ouais, mais c'est fou. Ça serait et on va derrière demain. Demain, je sais pas. Admettons que demain ça se passe bien. Je sais pas. Faut déjà passer cet écueil. Après, on verra si on est en finale. Mais admettons que la France soit en finale. Mais bien évidemment que j'en ai rien à foutre que Messi gagne la Coupe du Monde. Bien évidemment, je préfère que ce soit la France. Moi aussi, évidemment. Mais si jamais ça n'arrivait pas. C'est extraordinaire et ce sera aussi un moment d'histoire incroyable pour nous. Bien évidemment que je suis à 300% pour la France. Mais si ça n'arrive pas, je dirais putain quand même, on a vu Messi faire un truc incroyable dans sa carrière. La Coupe du Monde, dans sa dernière Coupe du Monde, 7 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, une Copa América, des Jeux Olympiques et une Coupe du Monde. Et surtout les gars dans un contexte où ça interviendrait un an un peu plus après la mort de Diego. C'est bien sûr, mais il y a tout qui ajoute à l'aspect presque religieux. Mais moi en fait, le supporterisme stupide qui comprend pas qu'on aime l'histoire, qu'on aime le jeu, qu'on aime lire des livres de foot, se raconter des histoires dans 10-20 ans. Non, mais je parle pas de toi, je parle de ceux qui sont pas contents de ce qu'on raconte. Moi, je comprends pas. Tiens, je vais même t'en raconter une autre d'histoire qui va peut-être pas plaire. D'après toi, demain dans France-Maroc, si le Maroc, selon qui gagne ce match-là, où est-ce qu'il y aura le plus de joie? Les Marocains seront beaucoup plus heureux que si les Français gagnent, parce qu'ils ne l'ont pas connu. Oui. Pour eux, ce sera un moment d'histoire. Pour eux, ce sera un moment unique. Et moi, les voir heureux, ça me rendra pas triste. Moi, je veux pas être supporter stupide, parce que la joie qu'ils auront à être en finale de Coupe du Monde, pour leur histoire, pour leur pays, c'est un truc extraordinaire. Moi, j'aime quand les gens sont touchés par l'histoire du foot. Je pense pas uniquement. Il est fait pour ça, je pense pas uniquement à mon petit bonheur perso. Hein? Le football est fait pour ça, donner des émotions, peut-être les premières émotions que tu peux avoir grâce à un sport, grâce à tout ça. Ça me rappelle quand Roger Federer a gagné enfin Roland Garros, tu vois, en 2009, où tout le monde était tellement heureux que Roger Federer. Mais ce qu'on a vécu en 98, c'était ça. Bon les gars, revenons sur le match quand même. T'as raison Lionel. 98, c'était exactement ça, un soulagement après des décennies de souffrance. Revenons sur le match et vous pouvez nous appeler au 32-16 pour participer au débat dans l'after intégral Coupe du Monde avec Daniel et Lionel. Bon. Que retenez-vous de ce match, les gars? Juste, restons sur Messi avant de développer sur la prestation globale de l'Albi Céleste et notamment de Julián Alvarez, qui encore une fois est allé de sa classe ce match. Messi, moi, tu sais ce que j'ai retenu? J'ai l'impression qu'il monte en puissance, mon cher Lionel, match après match dans ce mondial. Oui, je suis d'accord. Son premier match, il était peut-être pas, il était pas abouti comme, et notamment contre l'Arabie Saoudite, comme toute son équipe, où son équipe n'était pas aboutie parce que lui n'a pas fait un match abouti. Je dirais plutôt ça. Moi, ce que je retiens là, c'est que aujourd'hui, quand je vois un Messi, je regrette le Messi d'aujourd'hui. Il y en a qui vont me dire il court beaucoup plus qu'au PSG. Faux. Il a fait je l'ai vu une fois défendre dans ses 20 mètres, c'est tout. Il y a des fois, il marche complet. Organisé en fonction de ça. Et voilà. Et c'est ce que je retiens, c'est que tout est organisé par rapport à ça. Il y en a pas t'as un De Paul qui est, le pendant défensif de Messi. Messi, tu lui demandes pas de défendre. Il le fait des fois. Et quand il le fait pas, t'as un ou deux mecs, t'as De Paul qui sont, t'inquiète pas, mais moi, je vais me dépouiller pour toi. Et puis, si c'est pas De Paul et c'est un autre. C'est ça. Mais oui, bien évidemment. Et c'est toute t'en as pas un qui fait la gueule, qui lève les bras, qui va critiquer. Écoute un Argentin aujourd'hui, s'ils vont demander, mais il a pas défendu Messi. Mais il a pas fait ça. Il a pas fait. Non, moi ce que je retiens, c'est que, il est là pour créer, il est là pour délivrer son équipe et tu lui demandes que ça. Et le mec, il est là et il le fait. Est-ce qui existe avec la sélection parce qu'elle est construite de cette façon et que tout le projet tourne autour de cette dernière quête de Messi est évidemment quelque chose qui en club, quand en plus à côté de lui tu as deux autres stars, est très difficile à mettre en place pour un entraîneur dans un projet hebdomadaire ou bi-hebdomadaire quand en plus tu as la Coupe d'Europe à jouer. Ça n'a rien à voir, ça n'est pas le même football, ça n'est quasiment pas le même sport. Là, c'est une sélection. Exactement.
ça n'a rien à voir. Là, pour un mois, il y a un projet avec Messi bouge d'un côté, De Paul va le couvrir en permanence. Tout est construit de cette façon, exactement comme, et là le lien, on est obligé de le faire, cette espèce de connexion, exactement comme en 86-90, tout était fait pour couvrir Maradona, pour le protéger, les mecs qui couraient pour lui, les mecs limite s'entraînaient pour lui parce qu'ils s'entraînaient pas toujours. C'était comme ça. C'est quelque chose qui est plus difficile à mettre en place dans un club. Mais là, pour l'instant, ça marche. Et Daniel, le projet a abouti puisqu'ils sont en finale. Ils sont là où ils voulaient être. Après un premier match raté et probablement des émotions qui n'ont pas su être gérées tellement la quête est importante. Dans la foulée, c'est allé tout droit. Cette demi-finale, je la voyais plus serrée que ce que j'ai vu au final. 3-0, c'est lourd dans une demi-finale de Coupe du Monde. C'est peu fréquent. Mais l'Argentine est là où elle avait envie d'être. Et pour parler, pourquoi je parlais comme ça de Messi, parce que pour en revenir aussi, j'ai lu des trucs. Par exemple, on dit Mbappé, nous on voudrait que Mbappé soit que attaquant, soit à la fois attaquant et défenseur. Mais non. Parce que si t'as par exemple un Rabiot qui est l'équivalent d'un De Paul de l'autre côté, oui, bah tu demandes pas à Mbappé de défendre, tu vois. Mais faut qu'on l'accepte. C'est un projet de jeu qu'on doit accepter. France, les joueurs ne jouent pas. En équipe de France, Lionel, c'est pas au niveau de Messi dans l'organisation, mais néanmoins il y a des couvertures qui sont faites pour Mbappé. Exactement. Et clairement, et de la même façon. Et c'est un autre Mbappé. Il n'y a pas. Et c'est un autre Mbappé qu'au PSG, qu'en club. Et les joueurs, on ne peut pas les comparer. Et il est plus à l'aise là qu'en club, parce qu'en club, encore une fois, comme je le disais, et c'est pour ça, mais de toute façon, en interne au club, on le sait, les techniciens le savent, mettre 3 mecs avec ce statut de star, c'est très difficile à gérer parce que quand on a une, tu peux construire l'équipe un peu comme ça pour lui laisser la place de s'exprimer. Surtout 3 mecs qui n'ont pas envie de. Tu peux mettre 2 créateurs derrière. Avec 3, c'est trop dur. Avec 3, ça veut dire qu'il te faut 3 mecs qui soient leurs pendants défensifs, mais s'ils sont pendants défensifs, c'est pour il faut qu'ils soient aussi créatifs. Dans les prochaines semaines. C'est compliqué. Première déclaration de Léo Messi, je le confère de Beansport après le match. C'est incroyable ce que nous vivons. Il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. C'est très excitant. Voir tous ces gens, cette famille. Nous allons jouer le dernier match de la Coupe du Monde. C'est ce que nous voulions. On est ici pour profiter de tout cela. J'ai énormément profité de toute cette Coupe du Monde. Depuis que je suis arrivé, je suis confiant envers ce groupe. C'est incroyable ce que nous vivons. Je pense à ma famille qui m'a toujours accompagné. On va profiter avec tout le peuple argentin. On ira voir Georges Quirino tout à l'heure, qui lui est au cœur de Buenos Aires, notre correspondant ce soir. Appelez-nous 32-16 également pour réagir à la qualification de l'Argentine en demi-finale. Tu te rappelles, Nico? On parlera de la Croatie aussi, bien sûr. Oui. Tu te rappelles, Nico, parce que là, qui disent c'est incroyable, mais bien évidemment que c'est incroyable, parce que ils sont passés dans tous les états après ce premier match. Souviens-toi, ce premier match. Mexique, là, 0-0 également. À la 60e, ils sont pas fiers non plus. Mais t'imagines les émotions, mais tout le monde, déjà après la défaite. Toutes les écoles là-bas, on n'imagine pas nous, parce que c'est tellement incroyable à vivre. Les gamins, regardez, les classes s'arrêtent, ils regardent le match à l'écran et tout ça. Et là, tu te dis, mais c'est foutu. Si on gagne pas contre le Mexique à 1 heure de jeu, t'es à 0-0 et tu dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et puis là, tout d'un coup, tu vois un Mexique, une Argentine transcendée qui maîtrise comme pas possible et tout. C'est incroyable. Voilà pourquoi t'es passé du plus bas au plus haut. Et attends, c'est pas fini. J'espère que les Français ou les Marocains en finale vont les arrêter. Je sais pas, moi, on verra. Mais en tout cas, tu vis des émotions extraordinaires. Et ça, c'est grâce au sport, grâce au football. Georges Quirino Chavez, en direct de Buenos Aires. Bonsoir, Georges. Salut les amis, depuis un pays finaliste Georges. de la Coupe du Monde. Incroyable. Pour la 6e fois de son histoire, finisse de la Coupe du Monde. J'ai l'impression que c'était hier qu'on parlait avec Georges au début de la Coupe du Monde, de ce que ça représentait, tout ça. T'as raison. Ouais, c'est incroyable ce qui se passe. Je vous donne juste quelques petites images. Je suis revenu un petit peu au calme là pour être avec vous. Moi j'étais à l'écran géant dans la fan zone en plein cœur de Buenos Aires, dans le quartier de Palermo. Il fait 30 degrés ici, il y avait des milliers de personnes. Vous savez qu'il y a 4 écrans géants dans Buenos Aires. Délire total, extase, c'est les gens, il y a des larmes de joie de partout. Les gens n'arrivent pas à y croire, impressionnés par ce Messi. Ils ont l'impression qu'il a 20 ans, qu'il devrait jouer encore 20 ans de plus comme ça. Et surtout par ce qu'ils appellent los pibes, les gamins. Ceux qui sont autour de lui, Julián Álvarez, Enzo Fernandez, ils ont l'impression d'avoir enfin un collectif
qui accompagne Messi. Justement, il n'est pas tout seul. C'est Voilà. ce que m'ont dit tous les supporters. Il n'est pas tout seul, Léo. Il n'est pas tout seul. Voilà. Il a De Paul. Il a Otamendi derrière qui a envie de tout faire comme Otamendi, lui c'est pour cette phénoménal. dernière Coupe du Monde. Donc vraiment, il y a ce soir un espoir énorme. Ils ont l'impression qu'ils peuvent marcher sur le monde et ils ne parlent pas de préférence entre le Maroc ou la France. Ce soir, ils veulent juste kiffer et ils ont l'impression qu'ils peuvent battre n'importe qui, très clairement. Georges Quirino en direct de Buenos Aires avec nous dans l'after intégral. J'ai une Coupe du petite Monde. question, Nico, Vas-y, pour Lionel. Georges. Tu sais la question de tout à l'heure, parce que moi je ne sais pas, je n'arrive pas à y répondre. Demain, Messi gagne la Coupe du Monde. Est-ce qu'il est autant adulé que Maradona? Plus, je sais pas. Moins, je sais pas. Dans le cœur des Argentins. Moi, je pense que la moyen le plus simple d'analyser cette situation qui est difficile à comprendre vraiment, c'est qu'en fait, on les oppose plus. En fait, Exactement. les Argentins, ce sera ils Dieu et profitent le d'avoir Fils de les deux. Dieu, en fait. Exactement. Ce sera ça. Ils profitent. Ils se disent, en fait, maintenant, ils profitent enfin de se dire, on a les deux meilleurs joueurs de tous les temps, peut-être. C'est ça. Les deux sont argentins. Et de toute façon, en fait, il arrivera jamais à Ils la n'ont pas hauteur de toujours dit Maradona ça dans pour le sens- Messi. Non, ils n'ont pas toujours dit ça, mais aujourd'hui, ils en sont arrivés à une connexion divine, parce que chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Et pour eux, c'est Dieu et le Fils de Dieu. Voilà, c'est simple. Donc, on les oppose pas. Et même s'il y a Messi lui manquera peut-être le petit plus patriotique. Il n'aura jamais joué contre les Anglais, par exemple. Il n'a jamais joué en Coupe du Monde contre le Brésil, comme Maradona. Il lui manque peut-être des moments mythiques, comme a eu Diego. Mais Diego, il y avait de la politique derrière. Il y avait la guerre des Malouines. Il a pris la revanche. Ouais. Donc Messi n'est pas du tout dans cet environnement politique, j'ai envie de dire, qui pourra apporter ce plus et en faire plus qu'une idole sportive, mais un mythe populaire au-delà de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est adoré, aimé aujourd'hui et je pense que ça y est, il a gagné sa place dans le cœur des Argentins et même s'il gagne pas la Coupe du Ça Monde avait commencé à dimanche, la Copa América, il est Georges, en inoubliable. réalité. C'est ça le point de bascule pour Messi aussi. C'est la Copa América. Ouais, c'est la victoire en Copa América, évidemment. Moi, je peux vous dire que quand ils ont gagné les Argentins, j'étais allé ce soir à l'Obélisque, sur l'avenue du 9 juillet. Il y a des milliers de personnes, comme sur les Champs-Élysées. Et je me rappelle des mêmes images quand l'Argentine a gagné la Copa América. Et les gens qui pleuraient, pas forcément parce que l'Argentine avait gagné, ils pleuraient parce que Messi avait gagné. C'est-à-dire que c'est comme si tout le pays Et contre le avait Brésil en enlevé plus. tout ce poids. Et contre le Brésil en plus, exactement. Mais c'est comme si tout le pays avait enlevé tout ce poids de ce pauvre mec. Ça y est, il a enfin gagné. Il a tellement tenté. En fait, maintenant, tout le monde valorise le fait qu'il est à chaque fois tenté à nouveau. Il a pas réussi, mais à chaque fois, il est revenu. Il a perdu, il est revenu. Il a perdu, il est revenu. Il a perdu, il est revenu. Et aujourd'hui, pour sa dernière participation, pour sa dernière Copa América, il a fait ça. Pour sa dernière mondiale, il fait ça. Parce qu'il y a quelque chose, parce que Georges, Ouais. mine de rien, quand on suit le foot, on croit que c'est un peu partout pareil, mais on a du mal à comprendre les différences culturelles et les approches et tout ça. Mais vu d'ici, peut-être beaucoup de gens, en tout cas, des jeunes, enfin en tout cas, moi je m'en réfère à ce que dit mon fils avec ses potes et j'essaye de comprendre un peu comment ils voient. Par exemple, la Copa América, ils comprennent pas ce que c'est. Parce que c'est loin et ils comprennent pas que c'est hyper important, que c'est comme le championnat d'Europe pour nous ou la CAN en Afrique. On a du mal à mesurer, mais c'est une compétition majeure en Amérique du Sud et la gagner en plus contre le Brésil, ça représente quelque chose qui met tout le monde dans la rue, quoi. C'est très très important. Nous, vu d'ici, on n'a pas mesuré l'importance de cette Copa América. Et d'autant plus que l'Argentine n'avait rien gagné depuis 1993, 0 trophée, donc ça a débloqué quelque chose. D'autant plus que c'était la première compétition depuis la mort de Maradona, donc c'était le premier moment où Messi était le seul 10 vivant pour porter l'Argentine. Il y avait aussi ce côté mystique comme ça, déjà sur la Copa América. Et je pense que aujourd'hui, très clairement, Messi, il est dans le panthéon du foot argentin. Moi, je pense que surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que la Copa América a changé quelque chose, surtout pour les Argentins qui avaient plus de 40 ans, tu sais, ceux qui ont grandi, ceux qui ont vu Maradona en 86, en fait, qui étaient encore un peu réfractaires à ce Messi-là. La Copa América les a changés, ces garçons-là, ces personnes-là. Il avait déjà fait l'unanimité chez les gamins, chez les 10, 15, 20 ans. Messi, c'était déjà l'idole de tout le monde ici. Il manquait plus qu'à convaincre les personnes plus âgées. Et aujourd'hui, il fait l'unanimité. Personne ne touche à Messi. Aujourd'hui, Messi, dans un pays qui est divisé, où voilà, il y a beaucoup d'inflation. Où la situation n'est pas bonne en ce Il est en moment. pleine La crise situation n'est pas bonne du tout en ce moment. Bien sûr, c'est un pays qui souffre. Mais il y avait des débats justement ces derniers jours à la télévision sur
est-ce que c'est pas le seul garçon qui arrive à nous unir tous ensemble, finalement, Messi, dans ce moment-là de difficulté du pays. Et c'est ça qu'il arrive à faire, et ça dépasse le cadre du football aujourd'hui, ce qu'arrive à faire Messi et la façon dont il guide les plus jeunes. Je pense que ça, c'est très important aussi. C'est vrai. Alors justement, puisque tu parles des plus jeunes, on va revenir sur le match. Messi n'est pas encore champion du monde. Je le précise pour ceux qui nous rejoignent, ce sera dimanche à 16h la finale. Il reste encore une grosse partie du chemin pour boucler cette histoire, boucler sa route. Je vais accueillir Maë dans un instant également au 32-16 qui nous a appelé après le débat qu'on a eu. Si c'est Argentine-France dimanche, pour qui vous êtes, comment est-ce possible de ne pas supporter l'équipe de France et plutôt l'Argentine? Bref, c'est un débat qui est brûlant dans l'after ce soir. Un mot de la jeunesse, Georges, quand même. Julián Alvarez, qui met un doublé ce soir. C'est pas alors, c'est mon avis, je trouve que c'est pas le joueur le plus élégant. C'est une sorte de Kevin Gamero très amélioré, peut-être, un peu rablé, tête dans le gazon, mais diablement efficace, qui met encore un doublé ce soir. Il en a déjà 4 buts dans cette Coupe du Monde. Il a un statut de quoi? De coqueluche, de mascotte désormais, en Argentine? Ouais. C'est le nouveau chouchou de beaucoup d'Argentins. C'était déjà le chouchou de tous les supporters de River Plate parce qu'il s'est formé ici dans les 2 grands clubs du pays. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est suivi depuis gamin. Vous savez que quand il avait, je crois, 12-13 ans, il avait été testé par le Real Madrid, qu'il avait découvert. Il était allé au Real, en Espagne. Et quand il était revenu, il avait dit à ses parents, non, je me sens pas bien, j'ai quand même encore envie de rester ici, dans mon petit village, près de Cordoba. Et il était resté, il a continué à River Plate, où il a été couvé par Marcelo Gallardo. Je pense que ce soir, il faut beaucoup penser à Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, qui a formé Julián Alvarez et Enzo Fernandez, les 2 pépites qui sont aujourd'hui hyper importantes pour cette sélection argentine. Et oui, voilà, c'est Alvarez, tout le monde le voit déjà comme l'étendard, peut-être l'un des porte-drapeaux de la nouvelle génération qui va arriver derrière Messi, parce qu'on va déjà penser à l'après-Messi, après cette Coupe du Monde, et il en fera partie. Et il a réussi à s'imposer dans cette équipe. Il a réussi à sortir le 9 titulaire quand même. Lautaro Martinez, c'était le titulaire depuis 3 ans. Donc la façon dont il a réussi à s'imposer avec une maturité vraiment fait halluciner tout le monde ici en Argentine. Et quand on voit toute sa trajectoire en même temps, c'est pas si surprenant parce qu'à chaque fois qu'il a eu des grands rendez-vous, en Copa Libertadores, l'équivalent avec des champions, en championnat ici, quand il est arrivé à Manchester City, il a marqué tout de suite également. C'est un garçon qui a pas le temps, Julián Alvarez. Et aujourd'hui, il impressionne tout le monde. Votre regard sur ce joueur que beaucoup découvrent, même si on l'a vu cette saison déjà avec City, Daniel et Lionel, qu'est-ce que vous pensez de son évolution, de ce qu'il dégage sur le terrain? Mais moi, personnellement, je le vois. Alors toi, tu le compares à Gamero. Moi, j'irais plutôt sur un Suarez. Je le vois plus comme ça, puissant, renard des surfaces en même temps, parce qu'il est placé là aujourd'hui. Bien sûr, Messi fait un truc extraordinaire sur son côté droit, mais le mec, il a 22 ans, c'est ça, 21 ans, 22 ans. C'est ça, 22 ans. Le sens du placement, il pue le but, c'est l'attaquant type. Dans le jeu, il est pas nécessairement hyper influent. Bon, t'as pas besoin quand t'as Messi à côté de toi, mais la puissance qu'il dégage, il est chiant pour ses défenseurs. Ah oui. Pour lui prendre la balle, c'est très compliqué. C'est un teigneux, il a la grinta, comme on connaît cette grinta qu'on connaît à tous les Argentins de toute façon. Il a tout ça, il a son ADN, et puis moi je le vois plus personnellement comme un Suarez. Voilà, je l'analyse plus comme ça. Mais quelle marge de progression encore il a, celui-là, et je comprends que ce soit une pépite. Tiens, Georges, tu es encore avec nous, je me tourne vers toi également. Alors, question très personnelle qui peut te mettre dans l'embarras aussi. Toi qui as plusieurs cultures également, je ne trahir aucun secret, et qui vit en Argentine. Comment tu te situes par rapport à une éventuelle finale France-Argentine, toi personnellement? Non, mais moi je serais pour la France évidemment, mais je serais pas malheureux si l'Argentine est championne du monde, très clairement. Moi, je suis en plus en plein dans l'euphorie ici. Ma femme est argentine. Je suis chez mon beau-frère qui me prête son wifi actuellement pour être avec vous et qui est avec le maillot de l'Argentine. Donc je vais pas dire ça devant eux, mais non, c'est difficile en plus quand on est ici. On est un peu happé par l'énergie de ce pays et par toute l'histoire, par tout le côté mystique qu'il y a autour du football. Quand on parle de foot avec les Argentins, pour tout ce que ça représente, on est un peu pris par tout ça. Donc moi j'ai du mal à croire que si je vois Messi soulever la Coupe du Monde dimanche, je pense pas que je vais pleurer, très clairement, ou sinon ça sera peut-être de joie, justement pour l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Et c'est compliqué, évidemment. Donc
Je serais heureux Eh pour oui. les Argentins s'ils sont champions du monde, aussi pour toute l'histoire du pays, pour tout ce que traverse le pays, les moments Ce qui ne met difficiles. pas en cause ton l'inflation. amour pour Voilà, exactement. évident pour ton pays, la France, évidemment. Hervé Renard le après, disait il y a- également tout à l'heure dans Rotten sans flamme. Je serai pour le Maroc demain par rapport à l'amour que ce pays m'a donné, alors que je suis français, né en France, j'ai un passeport français. Mais désolé, demain je supporterai le Maroc. Ce qui, il le rappelle également, n'entache absolument pas son lien très fort avec son pays de naissance et d'origine, bien sûr. Daniel. Et après, il y a un autre truc qu'il faut ajouter là-dessus et sur le sentiment qu'ont beaucoup de binationaux, surtout quand ils viennent de pays où le foot n'est pas du tout vécu comme ici, c'est que la façon qu'ils ont, je pense que les Franco-Portugais doivent à peu près penser la même chose que moi, c'est tellement important dans ces pays-là, dans ce lien qu'on a en famille autour de la sélection, c'est tellement plus fort et différent par rapport à la France que de toute façon ça emporte de l'autre côté la passion. Et il y a également quelque chose qui existe, ça c'est un débat qui est beaucoup plus vaste, mais qui existe depuis 30-40 ans en France, c'est qu'on a tellement culpabilisé l'amour patriotique en France, l'idée de nation, on a tellement rendu coupables tous ceux qui voulaient arborer le drapeau français ou chanter la Marseillaise. Moi je l'ai vécu ça parce que quand j'étais petit, jusqu'à l'adolescence, je ne voyais que par bleu, blanc, rouge. Mais à un moment, j'ai tellement senti qu'on était culpabilisé par ce truc-là, par le discours ambiant, la bien-pensance politique, et je comprends que dans d'autres pays où c'est totalement décomplexé, où on n'emmerde pas les gens avec ça, et ben quand on est binational, on dit moi dans ces cas-là, je vais me tourner vers ce côté-là de binationalité parce que là-bas il y a pas de honte à dire qu'on est patriotique, nationaliste ou ce genre de choses. En France, ça a été mal vécu à un moment et beaucoup se sont dit dans ce cas-là, voilà quoi. En tout cas, c'est mon histoire personnelle par rapport à ça. Georges, avant de te libérer, Georges, raconte-nous un peu ce qui est écrit déjà en une des sites internet argentins, des médias argentins. Est-ce que c'est Messi partout ? C'est Messi, Julián Alvarez, c'est surtout le terme extase qui est repris partout, c'est le terme nous retrouvons notre piédestal sur le monde finalement, en Coupe du Monde, donc c'est le visage de Messi quand même qui est un peu partout, c'est le visage du groupe ensemble, il y a un peu de tout évidemment, ce soir c'est la fête en général, c'est les images aussi de la fête à l'Obelisco dans le centre de Buenos Aires, donc ce soir il va pas y avoir trop d'analyse ici, on va être beaucoup dans l'émotion, peut-être que moi aussi je suis un peu trop dans l'émotion d'ailleurs ce soir et c'est difficile d'en sortir quand on est pris dans cette tourmente. On parle de ici, jeu un petit peu ou pas de ce que produit la sélection, pas du tout. Justement, moi je voulais intervenir sur ça tout à l'heure. Vous savez, les Argentins, ils se reconnaissent dans cette équipe, justement, que c'est peut-être pas une équipe bling-bling qui va pas séduire, mais ils aiment bien le fait que c'est une équipe qui sache souffrir. Parce qu'ils disent, elle sait souffrir comme nous, cette équipe. Voilà, elle sait souffrir comme nous. Elle sait avoir des moments où elle se relève. Elle sait toujours se relever comme nous, comme l'Argentine, qui est confrontée à l'inflation, qui doit toujours trouver des solutions pour s'en sortir. Donc finalement, ils s'identifient dans ce groupe-là. Et en plus, Scaloni leur a jamais vendu du rêve. Scaloni, au début de la Coupe du Monde, il a dit, pour gagner un mondial, il faut être prudent. Les équipes qui partent à l'abordage vers l'avant, elles sont jamais champions du monde. Donc il a toujours été honnête, Scaloni, sur le jeu de l'équipe, et c'est surtout, on n'a jamais vu une équipe avoir un jeu flamboyant, même quand elle a gagné la Copa América, quand il gagne contre les Brésiliens, il marque un but et derrière il résiste. Donc c'est une équipe qui sait faire la différence et ensuite résister. Et finalement c'est ça son ADN, et c'est ça qui est apprécié aussi ici en Argentine. Plus que le jeu, surtout, c'est l'énergie collective de cette équipe et surtout l'histoire de chacun de ces garçons, de Paul, d'Enzo Fernandez, de Julián Alvarez, du gardien de but Emiliano Martinez. C'est plein de toutes petites histoires en fait qui ensemble font que les Argentins s'en foutent du jeu. Ils adorent l'histoire de cette équipe et c'est pour ça qu'ils veulent être champions du monde avec ces garçons-là. Georges Quirino Chavez, merci. On te retrouve bien sûr. Tu vas beaucoup bosser, je te l'annonce, dans les prochaines heures. Mais ça, tu le sais déjà, sur RMC. À très vite. Très bonne soirée à toi. La nuit n'a pas encore commencé chez toi. À bientôt, Georges. Salut les amis. Sur RMC. Bye bye. Cédric est avec nous, notre spécialiste football croate de footballski.fr. Salut Cédric. Salut à tous. Salut l'after. Salut Cédric. Alors raconte-nous un petit peu comment on vit ça en Croatie. J'imagine que j'ai vu tout à l'heure Modric, il était déçu, mais il n'était pas non plus ému aux larmes. C'est pas l'homme le plus expressif non plus. Est-ce qu'on se dit quoi, que c'est déjà pas mal d'être arrivé jusque là?
Je pense qu'en effet qu'il y a de ça, c'était un petit peu les mots de Dalic à la fin du match qui dit que finalement il faut pas regretter, c'est super d'être arrivé jusque là et que maintenant il faut préparer le match pour la 3e place. Il a finalement dit peu de choses même sur la prestation croate, même sur la prestation argentine. Je pense que les 2 buts pris d'un seul coup sur des espèces de télescopage, un peu bizarre, ça les a très vite cassés. Et derrière, notamment au niveau du coaching qui a été fait vers la 50e, avec beaucoup de changements, notamment en attaque. Offensif. Très offensif, mais ça semblait un petit peu bizarre, un peu comme s'il tentait le tout pour le tout dès la 50e. Et bon, je trouve que c'était quand même un peu une preuve que le match était peut-être déjà un peu perdu dans les têtes après ces 2 buts, quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé du début finalement, parce que avant qu'intervienne l'action du péno, on a le sentiment que l'Argentine peut s'engluer, elle arrive pas à choper le ballon. Les Croates sont pas dangereux, mais ils sont en train de monter leur sauce on garde le ballon, on fait circuler avec leurs 3 milieux de terrain, avec Modric qui essaye de faire tourner en bourrique un peu tout le monde. On se dit, on est en train de se diriger vers un match super chiant où ça va durer comme ça, il y aura peut-être une ouverture, mais où les Croates sont en train de mettre en place leur petite sauce faite de possession et de contrôle au milieu de terrain. C'est ça, parce que finalement au début c'était un petit peu ce qu'on attendait de l'équipe de Croatie sur ce match. Même j'ai trouvé quand même Modric a fait un très bon match techniquement parlant, mais Kovacic, c'est difficile de dire du mal du milieu de terrain en tant que tel. Même l'entrée de Maier à la fin que j'ai trouvé très intéressante. Maintenant aussi sans doute les gros problèmes au bout d'un moment quand il n'y a pas de neuf dans une équipe, là ça s'est vraiment fait ressentir. Personne n'arrivait à se créer des occasions, à se porter vers l'avant. Là encore, même Dalic l'a dit, on n'a pas de neuf, on n'a pas d'attaquant et je pense que là encore ça a été très compliqué face à l'Argentine, face à Messi qui est aussi sur une autre planète. Je sais pas s'ils avaient perdu le match dès la mi-temps, mais je sais pas si vous l'avez ressenti aussi comme ça. Mais à ce côté, comme s'ils avaient un petit peu abandonné. Peut-être. Oui, ça s'est vite éteint. 2-0, ça faisait mal. Ouais, non, 2-0, ça faisait mal. Non, mais tu vois, le 2-0, Lionel, je sais pas si tu as eu le même sentiment, mais on venait de voir, en fait, il y a 3 jours, un 2-0 de l'Argentine. À aucun moment, on s'est dit, il peut se reproduire le même scénario que contre les Pays-Bas. Parce que effectivement, parce que là par contre autant les Pays-Bas tu voyais une force de frappe, autant là t'es comment, je sais plus ton prénom, tu le disais, il manquait un 9. Cédric. Oui. Cédric, pardon. Cédric le disait fort justement, il manque un 9, il y avait pas d'action, ça a été une domination qui était stérile au début de match. Enfin, t'as parfaitement résumé, Daniel. Mais voilà, il y avait pas de cette verticalité, il y avait pas tout ça. Donc non, 2-0, peut-être tu dis allez, ils peuvent peut-être s'en prendre un, mais au pire je parle de l'Argentine. L'Argentine peut peut-être en prendre un, mais au pire, qu'est-ce qui va se passer? Il a joué le tout pour le tout, l'entraîneur, le sélectionneur croate, et donc derrière tu te disais ils vont se reprendre une contre-attaque, parce que autant l'Argentine, moi j'ai trouvé que la Croatie maîtrisait, dominait, mais c'était en grande maîtrise. Moi, j'ai trouvé l'Argentine, mais vraiment maître d'elle-même. Il y avait aucun espace, les ballons, toutes les passes étaient coupées, les angles de passe étaient coupés. À chaque contre-attaque, tu disais, ça sent la poudre et tout ça. Et il y a eu 2 contre-attaques. Il y a eu un réalisme incroyable quand même de la part des Argentins. Il n'y en a pas eu 50 des arrêts de Livakovic aujourd'hui. Franchement, 2 contre-attaques, 2 buts. Tu dis là, non. Moi, je pense que la Croatie a payé quand même son match du Brésil, parce que pour battre ce Brésil-là, il fallait une très grande Croatie. La Croatie a sorti un grand match et elle l'a payé physiquement quand même, et peut-être aussi un peu mentalement, parce que ils ont fait quelque chose de grand contre le Brésil qu'ils n'ont pas pu répéter. Fallait refaire quelque chose de grand ce soir. C'était trop pour la Croatie pour moi. Ouais, tout à fait. Et Brozovic qui sort sur blessure aussi. Il a une douleur musculaire, donc je pense que lui aussi qui a fait énormément d'efforts. 16 km par match. Donc c'est un moment, ça extraordinaire la Coupe du Monde qu'il fait, et là ça a lâché aujourd'hui, quoi. Cédric, dis-moi, l'avenir de Luka Modric en sélection, il s'est pas prononcé dessus. Il a 37 ans. C'est un homme qui a une condition physique hallucinante. Voilà, c'est un marathon man. Il semble pas souffrir de son âge qui grandit. On l'imagine encore. Bon, l'Euro, je pense qu'il y sera si la Croatie y va. Oui, je pense aussi que là, ça va continuer. Il est vraiment dans un état de forme qui est quand même toujours excellent. Alors, je sais pas s'il aura encore ce rôle dans un an, en tout cas s'il se qualifie pour l'Euro en Allemagne. En tout cas, il y a la Ligue des Nations. C'est vrai qu'en Croatie, on en parle beaucoup, mais il y a le dernier carré de la Ligue des Nations en juin. Oui. Maintenant, pour la prochaine Coupe du Monde, à un moment, je ne pense pas qu'il y sera à 41 ans non plus.
Mais aujourd'hui, en effet, il a rien dit et a priori, il devrait continuer jusqu'à l'Euro. RMC, Coupe du Monde 2022, demi-finale, France-Maroc. Jean-Louis Tour. Dans la surface de réparation, Griezmann pour la mettre sur Mbappé, Mbappé qui frappe, Mbappé qui arrive, la deuxième frappe, la deuxième frappe, ça revient avec Théo Hernandez. Le but de Théo, le but d'Hernandez, le but du Jalal Gamin de la famille Hernandez, Théo qui ouvre le score, la frappe est contrée du pied gauche de la part de Kylian Mbappé, du coup ça revient sur Théo tout seul qui frappe dans un trou de souris. Boulou ne peut rien faire et l'équipe de France dès la 5e minute qui ouvre le score grâce à Théo Hernandez. C'est fini, oui, c'est terminé, La France est en finale de la Coupe du Monde 2022. La France va défendre son titre mondial de 2018 dimanche soir à Lusail face à l'Argentine. Le Maroc a réalisé un bon parcours, mais l'équipe de France a réalisé le match qu'il fallait pour aller tout simplement essayer de garder ce titre mondial et contre l'Argentine de Messi pour son dernier match international. On est tout simplement vernis d'avoir une telle affiche. On est en finale de la Coupe du Monde. On est en finale de la Coupe du Monde. Dimanche 16h face à l'Argentine. Victoire face au Maroc 2-0. Arthur Perrault sur la pelouse. La joie des joueurs français rapidement. Et Didier Deschamps qui est en train de faire une longue accolade à Randal Kolo Muani, buteur. Les joueurs qui sont restés pour certains de longues minutes au sol, comme s'ils ne réalisaient pas ce qu'ils étaient en train de réaliser. Et voilà donc la célébration qui se poursuit. Tout le staff qui est regroupé en train de se faire une accolade. On sent qu'il y a de l'émotion dans ce groupe sur la pelouse du Stade d'Albaït. Envoyez-moi Gala plein pot, l'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Il te l'envoie dans le stade, ça y est. France-Argentine dimanche à 16h. Ils ont vaincu les éléments contraires. Didier Deschamps est insubmersible. Didier Deschamps a fait face à une cascade de forfaits et il est encore en finale de la Coupe du Monde. On débriefe tout ça jusqu'à 2h du matin sur RMC. Restez avec nous, à tout de suite. RMC, Coupe du Monde 2022. Demi-finale, France-Maroc. Gilbert Brivois. L'after est là jusqu'à très tard ce soir car on veut fêter tous ensemble bien sûr la qualification de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. C'est la 3e fois de l'histoire. La 2e fois de l'histoire de l'after qui était déjà là en 2018. Rappelez-vous bien sûr, et l'after qui ce soir exceptionnellement continuera jusqu'à 2h du matin sur RMC ici en direct du Qatar avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel. Bonsoir les amis. Avec Lionel Charbonnier. Salut Lionel. Salut à tous. On s'est dit qu'il fallait prendre un mec qui avait déjà fait une finale, tu vois, histoire que ça nous porte chance. Tout à l'heure, Walid Achir. Il en a fallu de la chance, mon Gilbert. Et de 1h à 2h du matin, on aura Nico Villas, Thibaut Jean-Grand de la Libre Antenne. On attend les réactions des joueurs ici au stade à Doha. On attend vos appels au 32-16. On vous attend également sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio, notre messagerie à nous sur les applis RMC et RMC Sport. Évidemment, on va analyser dans le détail ce match. Évidemment, on va d'ores et déjà, d'ici 2h du matin, tout à l'heure, faire les débats nécessaires avant la finale France-Argentine de dimanche à 16h, heure française. Et le 32-16 est ouvert. Bon, Arthur Perrault est au stade. Alors, avant de partager à tous, les gars, notre satisfaction, notre joie pour le foot français, pour la France, parce que je vois les images là ici au Qatar, je vois les images des Champs-Élysées où il y a déjà énormément de supporters français qui sont présents. Avant cela, on va aller au stade. Arthur Perrault sur la pelouse toujours. Est-ce qu'il y a encore des joueurs français qui sont dans le coin, Arthur ? Ils viennent de rentrer il y a quelques instants, Gilbert. Ils sont restés de très très longues minutes sur cette pelouse du Stade d'Albaït après la communion avec les 3000 supporters. Voilà, on a eu le droit à une hola lancée par les joueurs de l'équipe de France. On a pu sentir l'émotion de Marcus Thuram qui lui restait de longues minutes au sol comme s'il ne réalisait pas ce qu'il venait de se passer. Puis Randal Kolo Muani, l'accolade entre l'attaquant de Francfort et Didier Deschamps, lui le deuxième buteur de la soirée. Les joueurs qui ensuite se sont dirigés près de la tribune des familles qui est encore pleine à craquer juste devant moi, et on a vu le sélectionneur passer de longues minutes avec sa compagne et son fils. On a senti Didier Deschamps assez ému après ce résultat au Stade d'Albaït. Et puis la tradition pour terminer, messieurs, la haie d'honneur du staff de l'équipe de France pour raccompagner les joueurs dans le vestiaire. Voilà, ils viennent de rentrer au vestiaire, les joueurs de l'équipe de France. Et puis les Marocains, eux, ont pris le temps quand même, il faut le noter, de rester sur la pelouse pour faire une sorte de tour d'honneur, pour venir célébrer cette histoire quand même incroyable
pour eux. Voilà les supporters marocains qui sont toujours dans le stade d'Al-Bayt en train de taper sur leur tambour. Évidemment, on va longuement parler aussi du Maroc ce soir, mais Daniel, Lionel, une 3e finale de Coupe du Monde pour le foot français. C'est une soirée évidemment historique dans l'after que l'on a vécu et qu'on va vivre jusqu'au bout de la nuit. Ouais, bien sûr, c'est historique, mais que ce fut dur. Franchement, que ce fut dur. On comprend mieux maintenant pourquoi les Marocains ont éliminé la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Et on a failli passer à la trappe. Moi, je peux te dire, j'étais pas fier, mon Gilbert. Même si on s'est rendu la tâche facile dès le départ, je me suis dit bon, allez, maintenant il suffit de marquer le 2e et c'est fini. Puis après, tu tapes le poteau et puis tu te mets à douter et tu fais une deuxième mi-temps où tu subis et puis il faut beaucoup d'abnégation de la part des Français. On a serré les fesses. Bon voilà, il a fallu gagner aujourd'hui avec d'autres valeurs que par le jeu. J'aurais aimé un autre jeu pour les Français, mais en tout cas, bon, écoute, il y a la finale, elle est là, tant mieux. J'ai dit 3 parce que je pense pas aux défaites. 2006, volontairement, on l'a zappé. On s'est dit qu'elle n'existait pas, Daniel. En tout cas, ce qui existe toujours, c'est la recette des Bleus, recette infaillible. Voilà, elle est connue. On te met ça sur la table et les Bleus se régalent avec. Les supporters français se régalent avec cette recette parce que ça marche à tous les coups. Il y a des petites variantes quand même. La petite variante de cette année, c'est Griezmann qui fait 2 postes en même temps à peu près. Il doit faire 6 et 8 en même temps. Ouais, parce qu'on le compare à Zizou et à Platoche, mais là tu peux mettre aussi Kanté. Il fait plus. Tu peux mettre du Kanté. Au début, on pensait qu'il ferait 8-10. Voilà. Là, en fait, il fait plus 6-8. Il fait 6-8 et un peu 10. Il fait effectivement à peu près tout dans cette série. Loïc Braillet est avec Emmanuel Macron ici au stade. Je pense que nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure. Le sport en procure, le foot tout particulièrement. Donc moi je suis beaucoup mieux maintenant qu'il y a 1h30. Pourquoi vous avez eu peur vraiment J'étais tendu parce qu'un match c'est jamais gagné et les Marocains ont formidablement bien joué et je pense que le match n'était pas le même s'ils égalisaient. On a vu beaucoup de cœur, on a parfois souffert, mais on a vu une très grande équipe. Voilà, et moi je veux dire un immense merci à notre sélectionneur Didier Deschamps et en fait à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations et c'est ça qui est formidable. Et quelle affiche pour la finale. Deschamps c'est 3 finales et il les gagne. Vous savez quoi, il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là avec sa baraka et son talent et on sera tous là derrière. Donc on la gagne, on rapporte la coupe et il faut qu'il reste, évidemment qu'il faut qu'il reste. Et puisque vous êtes bon en pronostic, non, je suis trop, je dirais dimanche matin, je suis trop superstitieux. Non, moi cette équipe de France m'a rendu très fier. D'abord parce qu'on a vu une génération plus mature qui a fait un travail incroyable. Giroud a fait un match encore extraordinaire, il aurait pu en marquer un. Griezmann a été d'une générosité inouïe et il a fait des matchs extraordinaires et donc on a toute cette génération qui est là et qui porte un collectif. Puis on a la nouvelle génération qui a marqué. Kolo Muani rentré depuis 2 minutes et qui marque le but. Et donc les Nantais sont en plus fiers. Et Hernandez qui est formidablement, qui est la révélation pour nous, enfin c'est pas une révélation, il a déjà une grande carrière, mais qui est extraordinaire et qui fait une superbe reprise. Donc voilà, on a cette jeune génération, la génération plus âgée derrière. Moi, ils m'ont rendu immensément fier. Ils ont maîtrisé ensuite le jeu. On a eu un très grand gardien, faut pas l'oublier. Hugo Lloris était au rendez-vous. Et Kylian a fait beaucoup de travail. Il a, une fois encore, et maintenant ce sera à son lot, on le sait, pour ces mondiales, il est serré de près. Il était serré de près par un ami proche et un joueur connu, son meilleur ami, et il a fait le boulot derrière. Et le deuxième but, il fait un boulot extraordinaire. Quel regard vous portez sur cette finale France-Argentine maintenant? Je veux que les Françaises et les Français profitent de ce bonheur simple, soient heureux. Ensuite, je veux dire vraiment aux Marocaines, aux Marocains qu'ils ont une très grande équipe, qu'ils ont fait un parcours extraordinaire dans cette Coupe du Monde, qu'ils ont fait une très grande demi-finale et qu'il fallait la maîtrise de cette équipe de France qui a déjà un titre et qui a su tenir le match, mais ils ont fait une très belle demi-finale et ils n'ont pas à en rougir et je veux leur dire notre amitié. Et donc là, que tout le monde profite de ce moment et puis dès ce soir après, on prépare la finale et vous savez, là c'est Messi quand même. Et on la gagne. Je serai là dimanche.
évidemment. Cette Coupe du Monde au Qatar qui était très critiquée. Oui, mais moi, des changements concrets. Mais moi, j'ai toujours été clair sur ce sujet. D'abord, il y a des décisions qui sont prises des années avant quand on attribue une coupe. Ensuite, quand elle est là, le sport doit rassembler. Et il en est des Coupes du Monde de football, comme de rugby, comme des Jeux Olympiques. Il se fait là pour rassembler, parfois pour que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique se parlent. Et donc, d'ailleurs, j'ai pu voir l'émir du Qatar avant. Dimanche, je reviendrai et il est prévu plusieurs rendez-vous plus politiques avec d'autres chefs d'État et de gouvernement sur des situations de crise. Ensuite, il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne. Et donc, je veux dire, ne mégotons pas sur notre plaisir. On est en finale, c'est formidable. Et donc, sachons, nous, Françaises et Français, avoir des joies simples et être fiers. Et donc, vous savez quoi ? Oui, mais il y a plein de choses qu'on doit continuer à régler. Il y a plein de pays où il faut régler les choses. Et franchement, ce soir, je suis fier de l'équipe de France. On est tous fiers en tant que Françaises et Français. Donc, soyons heureux. Le Qatar est aussi accusé au Parlement européen. Il est parti. Emmanuel Macron nous a fait l'évaluation de l'after. Il a annoncé quasiment une double prime. Non, ça je rigole. Quelle analyse ? Et il a fait comme moi, il a oublié la défaite, donc il a dit j'avais 203. Et au moins il a pas vu Zazie jouer lui. Voilà. Tu dis quoi, Daniel, pardon ? Non, c'est Lionel qui disait au moins il a pas vu Zazie jouer. Ah, comme oui. pour dire que c'est quand même quelqu'un qui connaît un peu le foot. Non, mais footballistiquement, il s'est pas trompé, très franchement. Là. Non, très bonne. de toute façon, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un sport qui suit, c'est un sport qu'il aime bien, ça se voit. Alors on va aller, les gars. On a le temps évidemment ce soir jusqu'à 2h du matin d'analyser, de revenir sur le match, l'évaluation. Bon, et puis comme c'est le président qui l'a dit, il a commencé par ça devait être son troisième mot, Baraka. Ah, c'est le nom de la chatte à Dédé, on le savait pas. Parce qu'en fait, moi, il a dû la croiser. J'avais peur que je sois le seul à penser ça. Ça va, si le président l'a dit, tout va bien. On y reviendra, mais d'abord on va aller à Nice parce que c'est la fête dans toute la France ce soir. Maxime Tilliette à Nice. Salut Maxime. Ouais, bonsoir à tous. Les Niçois ont vibré ce soir et ont applaudi notamment les arrêts du Golioris qui a été sollicité. J'ai avec moi Louis qui a vibré ce soir mais qui a eu un peu peur quand même. De la France quand même, mine de rien, défensivement surtout, parce que on a souffert, on s'est mis à l'abri très vite avec Théo Hernandez, mais voilà, on est très content pour Hugo ici qui a encore fait un match de malade comme contre l'Angleterre, donc voilà, c'est la fête chez nous. Et maintenant place à l'Argentine. Ouais, ça va peut-être être un peu plus costaud avec Messi qui a encore fait un match de malade hier, mais voilà, on va y aller avec le cœur et l'assurance de champion du monde en titre, et puis s'ils se battent comme ce soir, ça va bien se passer. Bon super, merci Louis, on espère ça dimanche, et la 3e étoile peut-être. Merci Maxime en direct de Nice. Tiens, on va aller à Bondy maintenant. Alors Bondy, c'est la ville de Kylian Mbappé, c'est aussi la ville de Saliba. On le rappelle peut-être pas assez souvent, mais enfin Saliba est aussi de Bondy, et c'est Pierre Thévenet qui est sur place. Bonsoir. Quelle est l'ambiance ? Bonsoir Gilbert. Bonsoir à tous. Écoutez, il y avait une très belle ambiance ici dans le palais des sports de Bondy, qui était rempli par beaucoup de jeunes de la ville surtout, qui avaient fait le déplacement. Ça s'est vidé très vite après parce que voilà, il y a école demain, donc tout le monde est rentré vite. En tout cas, je peux vous dire que c'était très tendu sur toute la première mi-temps jusqu'au but en fait libérateur de Randal Kolo Muani, où là le gymnase a explosé. J'ai même vu une ou deux chaises voler dans la salle. Donc voilà, très très grosse ambiance. On était assez confiants au début du match, on l'était moins pendant, mais en tout cas voilà, tout le monde est très fier de Kylian Mbappé, très fier également de William Saliba. Il y avait ses cousins qui étaient là pour regarder son match. Donc voilà, tout le monde est tout de suite projeté sur le match de l'Argentine. Très belle ambiance à Bondy, ils seront derrière l'équipe de France dimanche. Merci Pierre, bonne soirée. Voilà, et puis les Champs-Élysées, alors là c'est l'image qu'on voit sur BFM TV là. Évidemment énormément de monde ce soir, avec d'ailleurs un dispositif de sécurité qui a été déployé bien plus tôt dans la journée. Alors on retournera un peu partout, on aura d'autres réactions tout à l'heure, la conférence de presse de Didier Deschamps en direct. Alors c'est toujours pareil dans ce genre de grande soirée, Lionel et Daniel. Effectivement, dans l'after, on va sans doute être très critique sur le jeu des Bleus ce soir dans les minutes qui viennent. Mais t'es en finale de la Coupe du Monde. Alors c'est toujours ce décalage qu'on va sans doute vivre dans les heures qui viennent dans nos analyses entre le jeu et le plaisir, la victoire. Voilà, et exactement. La satisfaction, le plaisir des supporters. En même temps, on est habitué avec cette équipe de France. Elle nous a fait ça il y a 4 ans. Elle est allée au bout de cette façon. Là, ce soir, encore une fois.
C'est un match très honnêtement face au Maroc. Je pensais quand même que les Bleus étaient en mesure de faire le jeu, de proposer quelque chose de plus. Et puis même au début de la Coupe du Monde, on avait pensé voir autre chose parce que l'idée, mais comme quoi l'idée, ça ne tient pas simplement à la présence d'un homme ou deux supplémentaires. Je pensais qu'avec Dembélé sur le terrain, ça partirait des deux côtés assez vite et fort, même en transition. Mais Dembélé, en fait, je me demande ce qu'il fait dans cette équipe. Est-ce qu'il joue latéral, milieu de terrain? En fait, il apporte rien offensivement. Dembélé, on le voit pas. Et en fait, on a une équipe qui est exactement sur le modèle 2018 et elle va peut-être gagner une deuxième Coupe du Monde de suite de cette façon-là. En fait, très honnêtement, moi, je ne sais pas tellement comment analyser le jeu des Bleus parce que parfois ça défie les analyses parce que tu puisses gagner des matchs comme ça aussi régulièrement. La différence avec 2018 tout de même, c'est que 2018, on voyait ça quasiment à tous les matchs. Là, tu l'as vu contre l'Angleterre, tu l'as encore plus vu ce soir. De toute façon, dans la première phase, alors que contre la Pologne, c'était maîtrisé, et le premier tour était maîtrisé. Ouais, enfin contre la Pologne, à l'exception de la Tunisie qui servait à rien, mais bon. Là, moi, je me souviens puisque, moi-même, je m'étais surpris à dire ça. Après la première mi-temps contre le Danemark, j'étais en transe. J'avais dit, j'ai pas vu une équipe de France jouer ce football-là depuis 2006. Sauf que, en fait, c'était un leurre et ça a pas duré. Mais bon, encore une fois, si c'est sa recette et si c'est comme ça qu'on gagne la Coupe du Monde, eh bien, c'est comme ça qu'on gagne la Coupe du Monde et c'est tant mieux puisque c'est chez nous. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire. Attention, la Croatie 2018 et l'Argentine de là, on va en parler tout à l'heure. C'est peut-être pas la même histoire non plus. Donc, c'est un autre match. Ça sera un autre match. Et après, il faut que je sois honnête parce qu'il y a quand même beaucoup de supporters du Maroc qui nous écoutent et qui n'ont pas tout le temps aimé quand après leur 8e de finale contre l'Espagne, j'ai dit que jouer au foot comme ça, parfois c'était pénible. Le Maroc, franchement, ce soir a été bluffant. Le Maroc ce soir a fait un très bon match qui m'a beaucoup plu. Après, ils ont été obligés de jouer autrement parce que prendre un but dans la 5e minute, j'imagine que ça a beaucoup changé leur plan. Ça, plus la fatigue qu'ils ont ressentie forcément au fil du temps. Il y a quand même eu quelques décisions d'arbitrage qui sont pas allées dans leur sens. Il aurait peut-être pu avoir un pénalty pour eux en première mi-temps. Donc il faut être tout à fait honnête et dire que là, ce soir, eux ont fait un gros match et que les Bleus. Tu vois, Daniel, les Bleus, c'est les Bleus. Et Youssouf Fofana qui était titulaire surprise, parce qu'on a appris dans l'après-midi les forfaits donc de Rabiot et Upamecano, victime Daniel Lionel d'un mal récurrent dans le monde moderne. La clim. La clim, faut qu'on en parle. C'est un vrai problème. On y reviendra d'ici 2h du matin. Toi aussi, Gilbert. Tout le monde, Lionel. C'est terrible. Ouais. Mais ça fait ça au début. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais soit à Tahiti, soit en Indonésie, dans tous ces pays-là. C'est leur culture de vivre avec la clim. Ils ont tout le temps la clim. Bon. Revenons, Fofana, on refera une évaluation tout à l'heure, mais ça a été une des très bonnes surprises de la soirée quand même. Dans un match principalement défensif, oui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, à mettre en avant, évidemment, je pense que le joueur, c'est marrant parce que même toi tout à l'heure dans la présentation de la finale, t'as dit Messi contre Mbappé, mais en fait Mbappé, après le match contre la Pologne où effectivement il a été éblouissant et même dans la phase de poule on en parlait beaucoup, mais en ce moment l'homme fort des Bleus, c'est Griezmann, c'est lui qui est le taulier numéro 1, l'homme fort des Bleus, celui par qui tout passe, celui qui a la clé du jeu des Bleus, c'est Antoine Griezmann. Après, évidemment, surtout Mbappé. Dans un registre aujourd'hui beaucoup plus reculé. Jusqu'à maintenant, c'était la clé en 8-10. Là, maintenant, c'est Antoine, il est la clé ce soir en 6-8. Pas plus. Donc, évidemment que sur la finale, on comptera encore sur Mbappé, mais vraiment, j'ai l'impression que le curseur s'est vraiment déplacé sur Griezmann en atout numéro 1 des Bleus. Et après, encore une fois. Ce qui fait la force de l'équipe de France, parce que quand tu as ta star qui est moins bien ou qui est mieux prise, par exemple, ça se détend. Ouais, mais en fait, même dans le statut de star, Griezmann, c'est ce qu'il faisait en club qui l'a fait reculer en statut. Mais en 2018, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France, si ce n'est le meilleur. C'est vrai. 4 ans après, dans la Coupe du Monde, il est encore parmi les meilleurs joueurs. C'est vraiment un homme fort de l'histoire des Bleus maintenant. Et j'ai toujours l'impression que parce que son caractère est fait qu'il se met moins en avant, il est un petit peu introverti, il n'a pas un charisme fou. On en parle un peu moins, mais l'homme clé des Bleus depuis des années maintenant, depuis qu'il a intégré cette équipe en 2014, c'est Griezmann est un joueur clé de cette équipe. Alors tu voulais
revenir sur le match et les hommes forts en parlant de Fofana. Oui, effectivement, ce sont les défenseurs. C'est un défenseur qui a ouvert le score tout de suite. C'est Varane qui est le taulier de la défense. C'est Lloris qu'on n'a pas vu à ce niveau ou qu'on ne voit plus à ce niveau à Tottenham depuis longtemps. C'est toujours la magie de cette Coupe du Monde qui, dans la configuration tournoi, est capable de proposer des performances qu'on n'attend pas chez des joueurs qu'on sous-estime ou qu'on croit un peu dépassés. Dans cette équipe du Maroc qui nous a ravis tout au long du tournoi, t'as des mecs, je ne sais pas s'ils pourront renouveler ces performances-là. On n'avait jamais vu un Bouffal à ce niveau. Il y a des mecs d'Angers, t'as des mecs de. Tu vois, je souhaite que leur carrière prenne un nouveau virage et qu'ils restent tout en haut. Mais il est possible aussi, et ça on en parlait même avant la Coupe du Monde, de ces joueurs qui éclatent pendant un mois et qu'après on perd un petit peu de vue. Et cette Coupe du Monde, elle peut proposer des destins un peu particuliers. Bon, le destin, il est souvent en faveur des Bleus, ça aussi, il faut le dire, il faut en parler. C'est assez hallucinant. La réussite des Bleus, elle est folle. Franchement, elle est folle. Elle défie toute logique. Je ne crois pas que ce soit de mauvaise foi de le dire. N'importe quelle personne, même supporter des Bleus, même Emmanuel Macron l'a dit tout à l'heure, la baraka des Bleus, elle est incroyable. Elle est incroyable. 5 minutes de jeu. Les Marocains qui n'ont pas fait une erreur défensive depuis le début de la Coupe du Monde en font une. Frappe déviée. C'est le premier but qu'ils prennent marqué par l'équipe adverse. Frappe déviée, ça revient sur Théo Hernandez, but. Ouais. Là, c'est un truc de fou. Daniel, Lionel, tiens, écoutez le nouvel hymne de l'équipe de France et après vous me direz ce que vous en pensez. Gala. Italien là. Par rapport à Gloria Gaynor, tu le mets comment, Lionel, au-dessus, en dessous, j'adore. J'aime beaucoup celui-là. Déjà, c'est une chanson moi que j'aimais beaucoup déjà depuis le départ. C'est une italienne, il me semble. Gala. C'est pour ça. Et non, mais c'est vrai. Elle est de Milan précisément. De Milano. Oui. Magari Cusano Milani, non. Non, mais non, moi j'aime beaucoup. Elle est entraînante et tout. Elle veut. Non, moi j'aime. Dès le départ, dès que j'ai entendu, j'ai dit ils ont trouvé une bonne chanson. Franchement. Bon, après, Gloria Gaynor, c'était un standard années 70. Là, on est sur une musique boîte de nuit de la dernière décennie. Plutôt un bon tube. Tu peux te déchirer là-dessus. Plutôt un bon tube où avec 2-3 verres, tu peux te remuer un petit peu, quoi. Quand t'es jeune, moi ça me rappelle. Tu peux un peu éclabousser ton voisin. Ouais, j'étais jeune quand ce tube est sorti. En tout cas plus jeune que maintenant, quoi. Bon. Voilà. 2018, il n'y avait pas de chanson finalement, je n'ai pas souvenir. 2018, non, je crois pas. Si, VG Dream, rappelez-vous, mais ça venait pas vraiment de temps des joueurs, c'était plus un. Non, là c'est plus, là c'est plus interne. Vestiaire, là c'est plus les joueurs qui l'ont sorti celle-là, comme nous avec I Will Survive. Exactement. Alors. Revenons un peu au match en attendant les conférences de presse et d'autres. C'est milieu des années 90 ce tube, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être mes années. Ça doit être mes années établissement nocturne. 96, non, par là, 97. Si. Ouais. Pas sorti, j'ai pas le droit. Voilà. Bon, on ne sait pas si c'est dans la playlist de Fred Picon, sans doute. Ah non. Moi je l'ai dans la mienne. Fred Picon, il a Gala cette chanson, mais il a un remix antillais. Ouais. Remixé par Francky Vincent. Il a un remix de ça en version. Moi, elle est dans ma playlist, je peux te dire. Bon, après, excuse-moi, Gilbert, mais on n'a pas du tout parlé du match parce que une chose est effectivement la grande réussite des Bleus, les actions qui sont assez folles à décrire, aussi bien le premier but qui marque que le deuxième, c'est un peu fou, mais moi, je veux bien. Effectivement, on parle de la réussite qu'on doit contrebalancer avec le travail mental que visiblement fait Deschamps, puisqu'il y a que ça que les joueurs nous racontent. Même si, quand même, aspect tactique, mettons-le en avant. À un moment, la sortie de Giroud, c'est pour compenser le travail défensif que Mbappé ne faisait plus. Et donc, il a mis Thuram de ce côté-là pour défendre un peu plus. Depuis le début de la compétition. Que Mbappé n'a pas fait, mais que Rabiot faisait. Oui. En étant naturellement porté sur ce côté. C'est une autre articulation. Il y a peu d'aspects tactiques dans les matchs de Deschamps, mais là quand même il faut quand même souligner ce côté-là où peut-être a-t-il senti que les Marocains allaient finir par passer et pourquoi pas égaliser. Le même choix qu'il devait faire contre l'Angleterre avant que Giroud marque. Voilà. L'essentiel du match, il faut quand même le dire. Contre l'Angleterre, on l'avait souligné. Les Marocains t'ont causé beaucoup de soucis.
techniquement, tactiquement en pressant haut, tu as défendu très bas. Donc je veux bien qu'il y a ce sentiment qui est un petit peu je sais même pas comment dire, un peu irrationnel, de dire il peut rien arriver aux Bleus, tout va bien, tout va continuer à leur sourire, parce qu'en fait d'ailleurs, on sait ce pas. soir, c'est 2 buts, 2 tirs cadrés. Parce Daniel, qu'on sait pas réellement quoi dire. Moi, c'est comme j'avais dit après le match contre l'Angleterre. Si on a 20 Deschamps à la tête des équipes de Ligue 1, on fait autre chose. Moi, je change de métier. Je fais des pizzas dans un resto, quoi. Mais regarde, Daniel, tu disais la même chose de Regragui. Et aujourd'hui, il a eu un autre. Non, j'ai pas dit ça de Regragui. Non, j'ai pas dit la même chose que pour Deschamps par rapport à son approche permanente. T'as dit, il se fait virer. S'il joue comme ça en championnat, il se fait virer au bout de 10 matchs. C'était hier, on l'a dit hier. Laisse-moi te dire, je vais te dire la différence. Regragui, je parlais de son approche. Mais là, il a eu une autre approche. Non, Deschamps, c'est qu'il y a des choses et à Regragui, je peux t'expliquer 1000 fois. En plus, ce soir, pour le coup, il a pas du tout joué comme ça. Voilà, c'est ce qu'on disait. Mais non, mais il fallait pas le cantonner à ça. Non, Deschamps, il faisait avec ce qu'il avait. Deschamps, ce que je voulais dire, pourquoi s'il y en avait 20 comme ça, c'est qu'en fait, comme il y a des trucs qui sont irrationnels, il y a quand même des coups de bol qui tombent du ciel. Regragui, il a pas eu ça. C'est différent. Voilà, quand la balle, elle rebondit 2 fois sur les mecs, elle arrive tout le temps dans les pieds et tout. C'est un peu, voilà. Bon, bref, une fois qu'on a dit ça. Regragui, il perd sa défense centrale, surtout. Voilà. Et puis, il a tenté un pari à faire jouer un joueur qui était blessé. Et puis, en termes de vivier, c'est pas du tout la même chose que ce qu'a Deschamps, hein. C'est pas la même chose. Il ne peut pas faire entrer un défenseur de Liverpool quand un défenseur du Bayern est blessé. Voilà. Mais une fois que t'as dit la baraka, la chatte à Dédé, et le machin, et le truc et tout. Je veux dire, combien de temps le foot, ça reste irrationnel? Dire à un moment, ça va. Attention, je dis, il faut se méfier parce que l'Argentine aussi a eu pas mal de réussite depuis le début de la compétition. Alors si l'analyse de ce mondial, ça n'est que l'analyse des coups de bol, oui, mais le problème, Daniel, méfions-nous parce que les Français, je les ai trouvés encore ce soir par séquence largement dominé par le Maroc. Mais le Maroc a rien maîtrisé. À un moment, s'il se décidait à frapper au but, parce qu'à un moment, je sais pas ce qu'il voulait faire, il voulait plus frapper les Marocains. À 1-0, il y a quand même Amala et le numéro 9 c'est Lloris qui te sauve, remplace Nesri, qui a un rush où il balbutie un petit peu son football dans la surface des réparations. Il rentre tout seul, ça peut faire un partout. Non, c'est un Bouklal. Non, c'est pas Bouklal, non, c'est pas le joueur de Toulouse sur le côté. C'est en fin de match. C'est le numéro 9 de Barry là qui est rentré, qui a remplacé. Non, c'est Amenala. Celui de Barry, il était suspendu. Oui, c'est chez Dira, le joueur de Barry. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que disait Daniel, le gros problème c'est quoi? C'est qu'il y a un paradoxe avec Deschamps, c'est que moi, j'ai trouvé que la performance du Maroc a été vraiment admirable ce soir. Vraiment, je pensais qu'à 1-0, surtout avec cette physionomie. D'ailleurs, Walid, il parlait ton homonyme Regragui de possession hier, et finalement ce soir, il est à 61%. Il l'a eu, 61%. Il l'a eu et je trouve qu'ils l'ont très très bien utilisé avec encore une fois une performance d'Ounahi incroyable au milieu de terrain, même Sofiane Amrabat. Mais le problème c'est quoi? C'est que en fait cette équipe de France, moi elle me laisse encore une fois plein de paradoxes. C'est que comme le dit Daniel, j'ai trouvé que l'équipe de France a très très peu maîtrisé la rencontre. Quand on me dit c'est l'équipe de France 2018, pour moi c'est pas l'équipe de France 2018. L'équipe de France 2018 concédait beaucoup moins d'occasions. Cette équipe-là avec le ballon faisait quelque chose, avec Pogba, avec Griezmann, avec Mbappé. Là aujourd'hui, que ce soit contre l'Angleterre ou contre le Maroc, moi défendre il y a pas de souci. De toute façon on avait bien compris aujourd'hui avec le but dans les 5 premières minutes, la physionomie de rencontre était totalement à l'avantage de Deschamps et de l'équipe de France parce qu'ils allaient user de contre avec Dembélé et Mbappé en vitesse. Mais c'est pas ce qu'on a vu, Gilbert. C'est que avec le ballon, comme contre l'Angleterre, quand tu l'as récupéré, c'était caricatural on envoie des longs ballons sur Mbappé et on n'en fait pas grand chose. Quelques chiffres, les gars. Entre le moment où Colomboigny est rentré son but, il s'est passé 44 secondes. Donc ça restera quand même assez étonnant. Et puis, est-ce que vous êtes capable c'est vrai. Et est-ce que vous êtes capable de me donner les pays qui ont fait 2 finales de suite en Coupe du Monde? Ah oui, quand même. Oui. Brésil plusieurs fois. L'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait. L'Argentine 86-90, non? Oui, l'Argentine 86-90, ouais. Il en manque un. Qui a perdu ces 2 finales. L'Uruguay? Non, pas l'Uruguay. Non, pas l'Uruguay. Qui a perdu les 2 finales en les faisant de suite. Les Pays-Bas, évidemment, 74-78. Ouais, les Pays-Bas. Voilà. Donc c'était, vous avez tout dit. Italie, Brésil, Pays-Bas, Allemagne de l'Ouest, précisons-le. C'était comme ça à l'époque. Et RFA. Et Argentine. Tu parlais de coaching, Walid, ça fait partie de la baraka de Deschamps?
Oui, sur les 2 derniers matchs, enfin, si tu regardes bien. Non, mais il y a une intention qui est décrite quand même. Après, c'est sa façon de voir le foot à lui, et visiblement, c'est ce qui marche, quoi. Mais il parle tout le temps de rapport de force. Oui. En fait, c'est un échiquier, et c'est pas lui, c'est profiter de l'erreur de l'autre. C'est comme ça qu'il voit le truc. C'est celui qui va profiter du petit trou que l'autre laissera à un moment. Daniel, sur les 2 derniers matchs, moi j'ai vu l'inside sur Beansport qui fait une camisolée sur Deschamps, ou quand même sur Giroud. L'action d'avant, il demande à Marcus Thuram de venir pour le remplacer, et il dit à Guy Stéphane, bon là il y a corner, on va quand même attendre 10 secondes, et il y a quand même but 10 secondes après, et là Gilbert l'a dit, 44 secondes après l'entrée de Kolo Muani, ça fait but. Il y a quand même une petite part de réussite qui va dans le sens de Didier Deschamps. Mais après faut avoir le pif. Voilà, ou donner. Il a des très bons des bons entraîneurs qui ne sont jamais des très bons entraîneurs, parce qu'ils ont pas de pif, ils sentent rien, et tiens, c'est Roland qui en parle beaucoup. Il dit c'est un bon entraîneur, mais il a pas de pif, il sent rien, il n'y arrive jamais. Là, Dédé, lui, c'est tout le contraire. Si Daniel disait que sur les 20 dernières années, on est les meilleurs en Europe, et moi j'irais même plus haut, on est meilleur dans le monde, on est la plus grande équipe, on a les meilleurs joueurs. La réalité, elle est là, et les résultats le prouvent, et même les joueurs, quand on regarde tous les gros matchs en Europe, les gros matchs en Première Ligue, en Liga, etc. Il y a quand même un bémol. Il y a quand même un bémol. On a des jeunes joueurs qui jouent dans tous les plus grands clubs. Il y a quand même un bémol par rapport à ce que tu dis. Regarde à droite, par exemple, on a eu du mal à trouver un latéral droit. Oui, à droite. Là, aujourd'hui, dans ta composition d'équipe, aujourd'hui, tu es en train de replacer un mec comme Griezmann, tu le remets aussi en 6. À gauche, t'as personne. Théo Hernandez, faut pas qu'il se blesse, sinon t'as personne. Théo Hernandez, Ferland Mendy, Lucas Hernandez. Ferland Mendy joue au Real Madrid quand même. Il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Il est pas dans la liste. Il est pas dans la liste. Il est pas dans la liste. Vous vous rendez pas compte des mecs qu'on a. Oui, mais dans la liste, il y est pas. Et aujourd'hui, tu joues avec une équipe de France remaniée. Ça montre quand même que. Et il faut pas qu'il y en ait qui se blessent, parce que si Koundé se blesse à droite, honnêtement, je sais pas, moi, tu trouves qu'on maîtrise à droite vraiment bien, qu'on maîtrise à gauche. Pendant des semaines, tout le monde a pleuré comme quoi on savait pas qui allait être le 25e, le 24e. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu joues avec 12 joueurs. Oui, mais on parle de vivier. Si t'as tous les raisonnements. Mais ça sert à rien, Lionel. Avec 12 joueurs, t'es champion du monde. Vous avez noté qu'il a fait que 2 changements aujourd'hui. Les Bleus défient toute analyse. Toute analyse. Non, je veux mettre un bémol. Moi, j'ai entendu pendant des semaines qu'on irait nulle part sans Pogba et sans Kanté. J'avais dit, ça sert à rien, vous affolez pas. Les Coupes du Monde, ça montre que des choses folles dans les groupes, la constitution des groupes, la révélation des personnalités des uns et des autres. On va peut-être la gagner à 12. Ça, pour le coup, le seul truc vraiment que je peux dire, c'est qu'avant la Coupe du Monde, je me suis entêté à vous dire, arrêtez de tirer des conclusions. Les compétitions sur un mois, ça nous montre que des choses à l'envers de tout. Daniel, il y a plus de débat avec des choses. Sur les compétitions internationales, très franchement, ça ne sert à rien. Il est 23h46. On va jusqu'à 2h du matin. On a le temps. Exactement comme ça. L'Argentine. Daniel, s'il te plaît, écoute-moi. Il y a la libre antenne. On a le temps. Il faut que tu t'arrête. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Il y a de la pub toutes les 2 minutes. Si je peux me permettre, juste début de compétition. On n'a pas Pogba. On perd Kanté. On perd notre ballon d'or Benzema, on perd Nkunku. Didier Deschamps, il se retrouve avec un groupe qui est relativement jeune, avec quelques joueurs expérimentés de 2018, mais quand même un groupe relativement jeune. Un Rabiot qui a pas joué de Coupe du Monde, un Tchouaméni qui est tout jeune, tout frais, un Théo Hernandez qui doit remplacer son frère parce qu'on le perd en premier match. Et Didier Deschamps, aujourd'hui, il est en finale, les gars. Mais bravo à lui, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, Mathieu. C'est extraordinaire. Ouais. Maintenant, encore une fois, on est une émission de foot. On essaye de parler de foot quand même. Je comprends, on parle de jeu, bien sûr. Mais ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais moi, le jeu, pour moi, c'est plus les clubs, tu vois. Par exemple, moi, je suis supporter de l'AS Monaco. Je pense qu'il y a des supporters du PSG sur cette antenne qui peuvent décrire le jeu du PSG. Mais une compétition comme la Coupe du Monde, c'est une compétition qui est courte, Daniel, tu comprends? Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, et ça fait des. Il y a aucun problème. J'ai eu du mal, même moi, à m'adapter à ce truc-là. Je me souviens que 2018 avait été un petit peu un déclic là-dessus. Même 2016, parce qu'on se souvient des Bleus, la demi-finale contre l'Allemagne, où ils se font promener et ils emportent tout avec le doublé de Griezmann. Oui, t'as raison. La compète sur un mois. Regarde, très franchement, quoi. Tu regardes l'équipe de Croatie qui va jouer la petite finale. À part, t'as 2-3 mecs qui jouent dans des grands clubs, mais regarde les autres joueurs. Après, l'illustration absolue, c'est le Maroc avec des joueurs. Enfin, moi, je veux bien. Boufal, c'est un joueur qu'on connaît. Le mec joue à Angers.
quand tu le vois dans cette Coupe du Monde là. Bouffal, il a déjà été rangé dans la catégorie bon joueur d'avenir. Il l'a fait son transfert en Angleterre. Bien sûr. Ça a pas marché, il est revenu. Oui, mais le talent, il l'avait quand même. Non mais OK, mais on le connaît. C'est un mec qu'on connaît, il est déjà allé en Angleterre. Il est revenu parce que ça n'a pas marché. Les supporters d'Angers, tu leur parles de Bouffal, ils disent le mec, il fait jamais rien, on voit qu'il a du ballon, il court pas et tout. Unai, c'est pareil. Oui, mais après, c'est un mec qui a profondément déçu les supporters d'Angers. Il y a des joueurs de Séville, il y a des joueurs de Chelsea, il y a des joueurs modo, c'est des mecs voilà, Hakimi Mazraoui, c'est Bayern PSG, c'est pas quand même non, là, c'est très fort. Sur 11 mecs, t'es d'accord qu'il y a des gars, tu les as pas vus venir. Il y en a deux. Enfin, il y a Unai. Amrabat, tu le vois venir à ce niveau? Amrabat, il joue à la Fiorentina. Fiorentina, c'est un petit club en Italie. C'est des bons clubs européens, la Fiorentina, quand même. Fiorentina, c'est pas un bon club européen. Ah, d'accord, la Fiorentina, c'est un club national. C'est un milieu de tableau italien, la Fiorentina. C'est plus un club européen. C'est pas un club européen, la Fiorentina. Ils sont, non, d'accord, ok. Mais Amrabat, tu le vois pas venir. Tu te dis pas, il va faire demi-finale de Coupe du Monde, Amrabat. Saïs, il a joué à Wolverhampton pendant 5 ans. Non, mais c'est des joueurs. T'es d'accord que c'est des mecs que tu n'attends pas en demi-finale de Coupe du Monde? Oui, mais c'est pas. La compète sur un mois, elle te propose des trucs qui sont fous. Elle te propose une équipe du Brésil qui sur un match te fait des buts de cassettes vidéo, comme on disait quand on était môme. Tu les rangeais les buts comme ça dans ton armoire et qui après va s'éclater et perdre en quart de finale. Donc on parle plus de foot en fait, Daniel. Dans une Coupe du Monde, c'est compliqué. Okay, d'accord. Dans une Coupe du Monde, c'est très compliqué. Les débriefs servent à quoi? T'as des entraîneurs, en Coupe du Monde. Ouais. Moi, je suis prêt à mettre ma main au feu qui prennent un club. Au bout d'une saison, le président. Mais c'est un autre métier. Exactement. C'est un autre métier. Donc il faut analyser ça. Il faut basculer. Mais parce que pour les joueurs aujourd'hui, mais même Deschamps, je suis prêt à te parier qu'en club, au bout d'un an, on dit stop. Les joueurs, comme m'a expliqué Valbuena dimanche dernier, je suis pas sûr qu'ils sont prêts chaque semaine à entendre le discours fédérateur mobilisateur. C'est un autre football. Le problème, c'est que nous, on est tellement dans le foot de club tout le temps, toutes les semaines, championnat, Ligue des Champions. Quand t'arrives une Coupe du Monde, il faut vraiment basculer. Mais on peut aller tu plus vas loin. être champion du monde avec 13 joueurs. On peut aller plus loin, même 13 alors qu'on a fait des débats sur la liste des 26 et qui va être le 25e et qui va être le 24e et t'as pas d'arrière gauche, c'est la panique à bord. Et Verretou et Guendouzi, on en a rien à cirer. Ils sont là mais même pas ils s'occupent de la playlist. Ouais, même la playlist, il la gère pas. On va écouter Walid Regragui et tendez l'oreille, il parle même de l'after. Vous parliez de pourcentage, de possession de balles plus exactement en conférence de presse et de points possiblement pour les équipes qui ont de gros pourcentages. Là, vous avez eu 61%. C'est énorme, c'était le plan de jeu? Bah non, bravo à Dédé. Et bravo aussi à la presse mondiale qui nous a fait un peu déjouer à nous parler de possession. Mais on apprend, et moi le premier. Je leur avais dit avant le match. Sincèrement, c'était pas notre plan de jeu. Je leur ai dit, ils vont vouloir nous laisser le ballon. On va leur laisser le ballon parce que c'est ce qu'ils aiment faire et c'est là où ils sont forts. Mais après, comme ils nous l'ont laissé, le problème, ça n'a pas été non plus que de l'avoir. Ça a été surtout notre déchet technique, un peu trop de pression. Mais après, en deuxième mi-temps, on a eu moins de déchets. Et après, il nous a peut-être manqué un peu de justesse dans les 30 derniers mètres. Et là, après, il faut des joueurs de talent. Pas qu'on n'a pas, mais peut-être qu'il y avait trop de fatigue pour qu'on puisse être létal nous aussi dans la surface. Mais on n'a pas regretté, on a pris le ballon, on l'a accepté. Et je pense qu'on s'est fait plaisir, on a essayé d'aller au bout parce qu'en même temps on était mené au score, on n'avait pas le choix. Mais non, je pense que mon message n'a pas été bien compris quand je parlais de possession, de XG. Bien sûr que ça peut être important, mais c'est la lecture du match. Alors aujourd'hui, ce serait bien aussi justement que je vais essayer d'écouter les podcasts. C'est quoi? C'est RMC? Je vais essayer de voir les podcasts. On va voir ce que va dire Daniel et les autres justement sur le fait d'avoir bien joué. Nous aussi, à la fin, ça revient toujours sur mon discours. Le plus important, c'est de gagner. La France est en finale et j'espère qu'ils vont la gagner. Et non, on s'est fait avoir à la fin. C'est intéressant ce qu'il dit. Et oui, parce que et si tu te souviens bien, c'était hier soir qu'on en a parlé. J'ai dit que j'avais trouvé très étonnant. Que à la veille d'une demi-finale de Coupe du Monde, il se soit laissé aller à la polémique. Il aurait pas dû. Et franchement, je m'en suis presque voulu. Je sais pas qui lui a rapporté nos propos, il aurait dû s'isoler, mais je savais que ça le perturberait. Et presque je m'en veux. C'est peut-être pour ça qu'on a gagné. Ce qui l'a perturbé, c'est de prendre un but à la 6e minute. Non, c'est pour ça surtout ça. Mais tu sais, c'est surtout ça qui l'a perturbé. Le but plus fort que Dédé, on a Daniel nous dans la peur. Tu l'as perturbé. Mais tu vas trouver que mais vous allez me prendre pour un taré. Mais hier, pendant que je parlais, j'y ai pensé. Je me suis dit, je m'en voulais. Je me suis dit, franchement, ça m'emmerde parce que d'une, je pensais pas que ça arriverait jusqu'à lui, mais il aurait dû se couper. Mais d'ailleurs, hier soir, reprenez un moment, je suis gêné, j'ai pas envie d'en parler.
j'ai pas envie, et je ne comprends pas. Je trouve ça étonnant que à la veille d'une demi-finale de Coupe du Monde, il se soit emmerdé avec ce genre de discours. J'ai même dit, mais Walid, on en a parlé aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas le moment. Et j'ai même dit hier, après la Coupe du Monde, qu'ils viennent dans l'after, on va en discuter. Mais là, c'est pas le moment. Va au bout de ton truc. Je suis persuadé. Va au bout de ton truc parce que ce que t'as fait, c'est génial. C'est ce qui avait été dit avant sur le jeu du Maroc. Mais Daniel, il aurait pas dû. Daniel, tu sais que la conférence de presse, moi, je suis persuadé que tu as fait partie de, quand il parlait des journalistes européens. Mais bien sûr, c'était nous. Non, mais sur le huitième de finale où tu as été très dur sur le jeu. C'était dur sur ceux qui défonçaient l'Espagne. Oui, mais ça a été que sur le Maroc, c'était pas ça. Tu sais très bien comment c'est isolé. Je sais. Où est-ce que le Maroc va aller de cette manière, etc. Et tu sais très bien comment ça se passe. Il y a des conversations WhatsApp. Non, regarde j'avais dit, c'est comme ça. J'avais dit, je crois pas que le Maroc pourra gagner la Coupe du Monde en jouant tous les matchs comme ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, dès le Portugal, il a pas fait exactement la même chose. Il s'est adapté. Et j'ai même la première mi-temps contre l'Espagne, déjà, elle était différente du reste. Et le match contre la France, j'ai même dit tout à l'heure sur BFM, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe si dans le premier quart d'heure, les Bleus marquent? Le plan B, ça va donner quoi? Il les a, les joueurs, pour jouer autrement, parce qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. Mais il va rentrer dans un jeu que la France va aimer. C'est pour ça que moi j'avais. Et c'est ce qui s'est passé. Pour ça que moi j'avais pas s'il vous plaît les gars, j'aimerais que Hamza prenne la parole. Hamza, mais Walid, il faut dès qu'il termine la Coupe du Monde et qu'il respire un peu, il va venir dans l'after. J'espère. Un mec de Corbeil, ça vient toujours voir un mec de Rice. Mais est-ce qu'on prendra Walid à Cherchon en même temps que Walid Regragui? On va être paumé. Ah bah ouais, après je vais les confondre. Hamza, est-ce que finalement c'est pas le but encaissé trop tôt qui a changé tous ses plans aussi? Ah, évidemment. Je sais pas. Enfin, il a changé ses plans, mais moi j'ai déjà une première interrogation autour de son 11 de départ. Et moi j'aimerais poser cette question à Walid Regragui. Est-ce que le changement de système, il était prévu? Ou est-ce que le changement de système est contraint par rapport à la blessure de Romain Saïs et la volonté peut-être un peu de protéger son défenseur? Parce qu'on l'a tout de suite remarqué dans les 5 premières minutes, si vous regardez mais il le sort, il y a déjà un 0. On voit un joueur qui n'est pas capable de jouer sur son pied gauche. Absolument. Il n'est pas capable d'orienter son corps. Non mais il le change, il y a déjà un 0. Il est sur une jambe. Rappelez-vous, à un moment, il y a... à partir du moment où il le change parce qu'il y a un 0, il change un homme qui est blessé à un 0, il est en plus obligé de changer de tactique, il repasse à 4 derrière. Et il remet un mec au milieu. Il retrouve son schéma de base. Il change le schéma de base. Avec il le change aussi parce qu'il est mené à 0 et il a un mec mort. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il aurait pu démarrer si Romain Saïs était à 100%? Est-ce qu'il démarre quand même à 5 derrière? Parce que je ne comprends pas en fait quelle aurait été la justification. Moi, je pense que oui. Moi, je pense pas parce que Hamza, en fait, le problème, c'est que. Ça veut dire que tu penses pas. Tu penses que si il démarre à 4 derrière? Si Romain Saïs est à 100%. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'il y a aussi, on t'en a pas parlé, mais le choix Aguerd. Aguerd, il est annoncé dans la compo de départ. Aguerd, et derrière, sur l'hymne, on s'aperçoit que c'est Dari, le défenseur de Brest, qui joue. Il a également été emmerdé par les blessures. Moi, je pense qu'il se dit, Romain Saïs, capitaine, il va faire l'effort, il va être là au moins pendant 60 minutes comme il l'a fait contre le Portugal. Il y a aussi peut-être le coup de bluff ou non de Aguerd qui est titulaire. Et il se dit, je vais essayer de libérer mes pistons, Mazraoui, qui lui aussi revenait de blessure, et Hakimi, et je vais essayer d'avoir une solution. Je vais essayer d'avoir une solution supplémentaire avec El Yamik pour avoir, pour essayer de mettre dans un confort mes retours de blessure. Et il se dit, Amala, qui est pas extraordinaire au milieu de terrain depuis le début de la compétition, Ounahi et Amrabat, ça va suffire. Sauf que le problème, c'est que sur le premier ballon, El Yamik qui se trouve complètement sur l'appel de Griezmann, ça fait 1-0, et que juste après, t'as le poteau de Giroud sur la course où Romain Saïs ne peut pas y aller physiquement. Et là, il change ses plans et il repasse en 4-3-3 comme depuis le début de la compétition, parce qu'il se dit de toute façon, Aguerd n'est pas là, Saïs il vient de sortir, il faut bien à un moment donné qu'on aille jouer au football et essayer de changer les plans. Mais moi je pense que le plan initial découle des blessures, Hamza. C'est sûr et certain. Bien sûr. Il a voulu protéger Saïs par rapport à toutes ces courses et les couvertures qu'il devait faire. Avoir deux stoppers. Parce que le poteau de Giroud, je pense que vous avez tous vu l'image. Giroud, bon, c'est pas avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas le joueur le plus rapide en équipe de France. Non, mais il est sur une jambe. 5-10 mètres à Romain Saïs. Mais en tout cas, et là c'est ma question, est-ce que tu peux démarrer quand même une demi-finale de Coupe du Monde? On parle quand même d'une demi-finale de Coupe du Monde. Mais il a fait confiance à son joueur. Pareil. Même si il est vrai, peut-être il a fait confiance à son joueur et il a dû se dire Saïs blessé, c'est mieux qu'un autre. C'est jamais bien un joueur blessé, c'est jamais bien. Il faut pas. Mais en tout cas, puisqu'il a posé la question, moi je réponds. Peu importe. C'est ça aussi à chaque fois. Il faut toujours expliquer. C'est un peu. Peu importe mes idées sur le jeu. Je joue les Bleus demi-finale de Coupe du Monde.
moi je suis à sa place, je joue à 5 derrière. Ouais, moi aussi. Moi je trouvais le plan intéressant. Contre la France, je le fais pas. Je sais que je les mets dans un confort terrible. Donc je lui balance le ballon, j'y démerde-vous avec la balle. Mais c'est ce qu'il a dit. Je bétonne. C'est ce qu'il a dit. Je mets dans le placard mes idées sur le jeu parce que les Bleus c'est trop, ils savent faire ça trop bien. Non, mais c'est ce qu'il a dit au micro de Fabrice Hawkins et ça rejoint un peu le débat qu'on avait avec Lionel tout à l'heure où je pense encore une fois que l'équipe de France après le 1-0 a laissé volontairement le ballon au Maroc pour essayer de jouer les contres et pour ne pas volontairement de toute façon c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils préfèrent. Mais pour revenir sur l'idée de base, attention, on dit défense à 5 mais encore une fois, ça peut aussi se transformer en 3-4-3 avec Hakimi et Mazraoui qui jouent Théo qui joue en contre-attaque avec Unai, on l'a vu sur la première mi-temps qui a été extraordinaire, Amrabat la même chose. De toute façon, l'idée de départ, le schéma sur le papier, on sait très bien que c'est du vent. Oui. C'est qu'est-ce que tu demandes à tes joueurs. Regarde les Bleus, on a cru que les Bleus allaient être plus offensifs parce qu'ils faisaient jouer Dembélé. Dembélé, on le voit pas. A priori, si tu prends les joueurs et la nature des joueurs, les Bleus, c'est 4, 2, 1, 3. Oui. Parce que Dembélé, Mbappé, c'est pas connu pour être des grands mecs qui défendent. Bien sûr. Donc c'est 4, 2, 1, 3. Ouais. Et à l'arrivée, c'est quoi à l'arrivée ? À l'arrivée, c'est Griezmann qui joue 6. Ouais, c'est Dembélé qui joue quasiment deuxième arrière droit. Ouais. C'est Giroud devant sur qui on jette des ballons. Et Mbappé qui est tout seul, qui joue. Donc c'est pas la nature des mecs, c'est qu'est-ce que tu leur demandes. Bien sûr. Voilà. Et il a montré parce que sur le débat de base, Hamza, sur la possession. Moi, je suis un peu d'accord avec Daniel sur alors sa conférence de presse avant-match a été pour moi extraordinaire dans le discours, dans la mentalité. Mais sur le côté possession, et là il le reconnaît parce que je pense que Walid Regragui est un homme très très intelligent et qui a beaucoup d'humilité et il l'a prouvé depuis le début de la compétition. Mais sur le côté possession, on a encore vu que le problème c'est qu'à partir du moment où il peut pas en fait caricaturer la pensée de personnes qui ont caricaturé déjà son football contre l'Espagne, parce que le football proposé par le Maroc contre l'Espagne, c'est pas celui contre la Belgique, c'est pas celui contre le Portugal, et c'est encore moins celui de ce soir qu'on a vu. Et surtout le problème c'est que le football de possession, Walid Regragui il va en avoir besoin. Il va en avoir besoin. Il en aura besoin notamment pendant la CAN. En Coupe d'Afrique des Nations, quand il va jouer en huitième de finale contre le Bénin ou le Malawi, il va tomber contre un bloc bas. Et Unai il joue au football. Coupe-gorge avec des mecs qui vont attendre et jouer en coupe. Il est capable de le faire. Mais c'est exactement ce qu'on disait. Il a des joueurs hier. Il a des techniciens au milieu. Il a des bons joueurs. C'est juste ça. Rappelle-toi, c'est ce que je disais hier. Il faut surtout pas lui donner cette image d'entraîneur qui joue défensif. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Moi, après le match contre l'Espagne, j'ai simplement, parce que j'étais énervé, notamment par Fred, qui voulait à tout prix se payer l'Espagne, j'ai dit mais ils peuvent refaire le match 10 fois. Sur les 10 fois, combien de fois ça va marcher de jouer comme ça ? 7 fois, 8 fois, c'est l'Espagne qui gagnera. Très probablement. J'avais même dit, l'Espagne, pour les battre, 3 fois de suite, il faut aller au péno. C'est circonstanciel parce que contre l'Espagne, toutes les équipes laissent le ballon. Voilà, ils le font tous. Mais j'ai pas dit qu'il avait pas raison. J'ai juste dit qu'il ne s'enferme pas là-dedans parce que aller au bout de cette façon, ça va être compliqué. Mais contre les Bleus, alors là, moi, j'aurais coulé un béton, mais d'une autre époque, hein. Mais j'aurais coulé un béton, avec de l'acier à l'intérieur. Hamza, s'il vous plaît. Hamza, vas-y. Non, mais je suis pas un idéologue, moi. Je pense que comme beaucoup, on a été, en tout cas, moi, j'ai été assez rassuré de voir ce qu'était capable de faire cette équipe avec le ballon face à un adversaire sur le papier plus fort. On a vu. Oui, moi, je trouve qu'ils ont quand même fait un bon match malgré tout. À Zinounaï, encore une fois, après. Très bon match, même. Parfois de réussite, parfois il y a aussi un manque de qualité. Je suis désolé, c'est vrai que quand un dans la finition qu'on voit très peu, que tu le remplaces par Amdallah qui fait pas déjà une excellente Coupe du Monde sur ses entrées, c'est pareil pour Chedira qui était absent aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être quelques lacunes individuelles, peut-être que d'autres attaquants auraient fait l'affaire, mais plus globalement, je pense qu'on a été tous soit agréablement surpris, soit rassuré parce que ce qu'était capable de proposer cette équipe du Maroc. Maintenant, il y a cette petite finale. Je pense que Regragui donnera peut-être du temps de jeu à des joueurs auxquels il aurait pu peut-être faire appel, soit aujourd'hui, soit dans les précédentes rencontres et qu'on n'a pas vraiment vu. Mais ça va être intéressant. Moi, j'ai peur que la petite finale, ce soit la décompression totale. Tu vois, les mecs sont blessés, sont morts. Moi, j'ai un peu peur de ça pour le Maroc. Ouais, justement, je pense que c'est l'occasion parfaite pour lancer de nouveaux joueurs et qui pourraient aussi répondre présent. Pourquoi pas. Là, on voit des mecs de Brest et d'Angers. Il va faire jouer des mecs de Corbeil. C'est les mêmes mecs qui ont tenu la dragée haute face à Ronaldo, Léao, Bruno Fernandes sur les 20 dernières minutes
contre le Portugal. Hein. Et puis cette troisième place. Un joueur comme Sabiri, par exemple, j'en parle beaucoup depuis le début de la Coupe du Monde. Moi, c'est vrai que Sabiri, j'aurais aimé le voir, par exemple, aujourd'hui, le milieu de terrain de la Samp. Non, il y a quelques joueurs. Abdel Zalzouli, bon, c'est pas exceptionnel, mais pourquoi pas. Voilà, Aboukhlal, que l'on n'a pas encore vu, je crois, dans le 11 de départ depuis le début de la Coupe du Monde. Il y a quelques joueurs qui ont peut-être une carte à jouer aussi dans la projection. Aboukhlal, là, faut qu'il lâche le ballon à un moment. Là. Il va faire un raid dans la surface. Les gars, tu vas pas dribbler 12 types avant de frapper. Oui, à ce moment-là, il était un peu à l'Urban. Ouais, c'est Amdallah. Qui tente d'éliminer 2, 3, 4 joueurs et qui aurait pu frapper ou lâcher son ballon et qui s'est empalé sur la défense. Oui, à un moment, il frappait pas. Il fallait aux défaillances peut-être individuelles. Et le gros problème, Hamza, notamment dans cette équipe du Maroc, qui a encore une fois montré qu'elle avait de la qualité avec le ballon, c'est quand même le deuxième numéro 9. Hein. Parce que derrière En-Nesyri, qui a joué 60 minutes à chaque match, qui a donné. Aujourd'hui, En-Nesyri, j'ai pas vu. Ouais, ça a été compliqué pour lui, parce qu'il est tombé sur un Konaté extraordinaire. Mais le deuxième numéro 9, que ce soit. Excusez-moi, mais contre le Portugal, vous le voyez marquer un but extraordinaire. Mais vous voyez pas grand chose de plus. Hein. Oui, d'accord, mais bon, mais je te dis, c'est quand même bizarre qu'ils tiennent pas un match entier. Non, mais déjà, En-Nesyri, c'est pas le meilleur attaquant au monde, mais il fait le taf pour le Maroc. Mais le deuxième numéro 9, que ce soit Chedira, ses rentrées ont été catastrophiques. Heureusement qu'il prend un rouge sur le dernier match. Et là, Amdallah, c'est lourd. Autant il y a de la qualité partout. Je trouve que sincèrement, on a encore vu Ziyech aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Unai, moi, je suis vraiment Unai. J'espère que ce sera pas le. Il va vraiment rester à ce niveau. J'espère que ça va pas être le joueur d'un mois parce que franchement, il faut rappeler qu'il leur manque Harit. C'est pas un numéro 9, Harit. Non, c'est pas un numéro 9, mais Harit, il aurait pas mal de joueurs. On parle beaucoup d'Amin Harit. On parle beaucoup d'Amin Harit, mais offensivement, il y a aussi Tariq Tissoudali qui a été longtemps, peut-être pas un cadre, mais un joueur important dans le Maroc de Vaïd. Et puis, c'est ça, Ryan Maillet et Ayoub Al-Karbi qui étaient les deux titulaires en sélection avec Vaïd et qui non pas été convoqués. Ça, c'est un choix de Walid Regragui. C'est vrai que je voulais t'amener, que ces joueurs frère de Fillon Maillet pu apporter. De Christophe. Merci Hamza, merci beaucoup, à très vite. Il faut aller chercher la troisième place, Hamza. Même si moi la troisième place d'habitude j'en ai rien à cirer, mais là il faut aller. Il paraît que c'est un gros objectif pour les Croates. Ah ouais? Ils kiffent l'histoire d'être troisième. Non, la troisième place. Tu veux que je te dise pourquoi tu kiffes d'être troisième? Oui. Parce que déjà, tu sais, dans les dotations aux équipes, il y a une différence en. Tiens, je vais vous donner parce que j'ai gardé le tableau. Ah oui, il y a plus d'oseille pour le troisième que le quatrième. Ah bah tiens. Ah bah donc ça vaut le coup de se bouger le cul alors. On se souvient des troisièmes quand même, non? Troisième, c'est 23 500 000 euros pour la Fédé. Hein. Ouais. Quatrième, 21 800 000. Donc si t'es président de la Fédé marocaine de Croate, c'est une différence de 2 millions. Bah voilà, si t'es président de la Fédé marocaine de Croate, tu leur dis. Ça fait du budget de fonctionnement, des pourboires, des trucs comme ça. Tu dis à tes joueurs, bah écoutez les gars, ça fait une prime pour vous. Pour Noël Le Graët, c'est les pourboires au resto. Pour d'autres fédés, ils font peut-être autre chose avec. Ah bah là, la France, ce sera soit 28 400 000 finalistes, soit 39 800 000 champions du monde. Non, mais pour le symbole troisième d'une Coupe du Monde, pour le Maroc, ça restera. Oui, surtout pour un pays africain qui n'a jamais arrivé à ce niveau. À tout jamais, donc il faut y aller. Non, c'est vrai que les troisièmes, honnêtement, on peut jouer au jeu de année par année. On va s'en souvenir, mais c'est pas un truc qui est marquant. Oui, mais on s'en souvient. On s'en souvient pas quand c'est le Brésil, quand c'est l'Argentine. Exactement. Mais là, en l'occurrence, aussi bien Croatie que Maroc, je pense que c'est un truc qui peut. En 2002, c'est la Turquie, des Marocains. En 2002, c'est la Turquie, bravo. Avec Hakan Şükür qui met le but le plus rapide. Le but le plus rapide de l'histoire. Je faisais le match avec sinon, si les années, je pense que je vais les retrouver, mais c'est. 98, c'est la Croatie. 2014. 98, c'est la Croatie. Parce qu'on s'en souvient parce que c'est la Croatie qui avait fait une grosse surprise. Ouais. Donc merci Hamza, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée Hamza. On se retrouve pour le match pour la troisième place. J'aimerais quand même, parce qu'on a été assez dur, et à juste titre je pense, avec Loris depuis quelques semaines et quelques mois. Alors avec Tottenham, c'est peut-être plus. Avec Tottenham, il a connu des trous. Hein. Mais même là en équipe de France, rappelez-vous des matchs où il faisait des relances toutes nazes. Même Lionel a failli reprendre les gants à un moment. On dit si c'est ça, je prends sa place. Lionel ce soir là, il est décisif à plusieurs reprises. On a retrouvé un grand Loris là. Pas que ce soir, déjà contre l'Angleterre. Il fait partie des cadres qui sont là où on les attendait.
encore ce soir. Il fait des arrêts décisifs quand il faut les faire. Moi, j'ai en mémoire cet arrêt, le retourné de El Miamik, le ciseau acrobatique là qu'il fait. C'est lui qui la met. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais été serein. Aussi qui va chercher sur sa gauche. Sur sa gauche, la première, c'est sur sa gauche. Ensuite, il y en a une autre sur sa droite. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si vous avez pas eu peur, moi, quand je vois Lloris qui a plus d'arrêts à faire que Bounou, je flippais. Franchement, je flippais. C'était pas normal. La France, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Si tant est qu'on compte pas le poteau de Giroud, c'est ce qu'on appelle l'invincibilité. Voilà, le niveau du réalisme. Et là, il a fait partie des cadres, mais ça, c'est en fin de compte, c'est du Lloris tout craché. Parce que, chaque fois, je me souviens, la dernière Coupe du Monde, on disait la même chose. On le décriait, on disait, il est pas là, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Et puis, les matchs couperés, il est là. Voilà. C'est dingue parce que et Varane, pareil. Non mais 2018, t'as raison d'insister là-dessus, mais les images marquantes qu'on a du Lloris contre l'Uruguay, cette parade à 1-0 notamment, son match contre la Belgique, son match contre l'Allemagne en 2016 au Vélodrome sur la première mi-temps. Et en 2018, s'il n'est pas meilleur gardien du monde, c'est parce qu'il fait sa cagade juste avant. Parce que s'il fait s'il prend pas ce but-là, c'est Courtois qui avait été, je pense. C'est Courtois qui prend le titre, mais s'il fait pas ce but-là, s'il prend pas ce but-là en finale, c'est certain. C'est là encore, sur cette compétition, il y a des images fortes. La Pologne à 0-0, il te fait un arrêt incroyable, même s'il y en a qui te diront qu'il est sur lui. Là, la même chose sur le dernier match contre l'Angleterre, il te fait 6 arrêts. On en parlait avec Julien Laurence. C'est énorme. Et ce soir, encore une fois, il est présent, parce que au début, moi, sur El Miamik, je pensais que c'était le poteau. Ouais, c'est lui qui la met. Et en fait, c'est lui qui te fait cette grosse parade. Non, vous avez vu le dessin d'un dessinateur de presse dans la presse anglaise où il y a un condamné à mort sur un poteau qui, on lui dit quelle est votre dernière volonté, il dit j'aimerais que ce soit Harry Kane qui tire. Il va s'en prendre des trolls, je pense, pendant 2-3 ans, Harry Kane. Kingsley Coman n'est pas rentré parce qu'il était malade. Il l'a dit tout à l'heure, Deschamps. C'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que je veux pas porter la poisse, mais faut faire attention parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait le Covid dans le groupe. Ah oui, carrément. Covid ou pas Covid, mais il y a un autre virus qui circule ici, qui en fait plein de monde est atteint. Je sais, c'est pour ça que je dis. Il y a quand même 4 mecs dans le groupe aujourd'hui qui sont touchés. 2 n'ont pas pu jouer ce soir. Upamecano allait un peu mieux, mais Rabiot était moyen. Comme on sait comment ça se répand. C'est quoi ce virus, Gilbert, parlons-nous? En fait, il y a plus de tests. En fait, dans le groupe, ils ne font plus les tests Covid. Donc ça se trouve, c'est ça, et on le sait pas. En tout cas, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas à Doha. Il y a un autre truc que les autorités sanitaires qataries ont appelé le virus du supporter. Une grippe, voilà, et dont nous on a souffert aussi, l'équipe des RMC. Ils ont tous été malades après mon départ. Ça se transmet par la bouche à chaque fois que vous embrassez, non? Moi-même, je suis devenu le meilleur ami des pelles ensemble. Voilà, moi c'était avec Nico Jam. Voilà. C'est quoi, c'est la clim? Je suis le meilleur ami du Toplexil depuis 2 jours. T'attrapes ça avec la clim? Clim, c'est une chose parce qu'il fait frisser, mais visiblement, c'est une petite grippe, c'est pas que ça. C'est un vrai virus. C'est une petite grippe. Parce que la clim, c'est l'enfer. Parce que mais c'est moins fort. Je dis, c'est la pire invention de l'homme depuis la bombe atomique. C'est moins fort que la Covid. Ah non, une grippe aujourd'hui, c'est plus fort. Aujourd'hui, c'est plus fort que le Covid, la grippe. Il y en a quelques-uns qui ont passé des journées au lit. Mais après, chacun réagit différemment, comme disait Deschamps aujourd'hui. Chez vous là? Oui, il y en a qui ont passé des journées au lit, chez nous. Donc, et là, en équipe de France, ils ont fait la même chose qu'ils Rabiot, Upamecano, Kingsley Coman. Il m'en manque un. Upamecano. Ils sont 4 à avoir été touchés. On espère que tout ira bien, mais juste quand même un point. Là, je vous parle pas de malade ou pas malade. Là, on a vu un très bon Konaté ce soir, par exemple. Est-ce que vous voulez le revoir en finale? Non, je pense qu'il continuera avec Upamecano. Il va mettre son équipe titulaire et puis il part comme ça parce que Deschamps, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si Upamecano est à 100%, il mettra Upamecano. Il fonctionne comme ça. S'il n'est pas à 100%, il mettra Konaté parce qu'il faut pas oublier qu'à l'Euro 2016, je crois que c'est Rami qui est suspendu sur un match. Derrière, il doit revenir et il lui annonce que finalement, il continue avec Umtiti. Donc si avec Deschamps, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ce serait quand même très dur pour Upamecano s'il joue pas la finale. Georges Quirino nous rejoint. L'Argentine. Remets-nous dans le foot, Georges. Hola muchachos. Football. Bon, si tu veux parler un peu d'Assado, tu peux aussi. Alors, tu sais avec combien de kilos de viande ils sont partis au Qatar, les Argentins, pour les Assados? Ils sont partis avec 2630 kilos de viande. Pour pouvoir faire des assados. Mais qui les joueurs, le staff?
Ouais, la fédération argentine pour que justement les joueurs puissent. 2000 sur un mois, il faut faire la division. Ça ouais, mais attends, ça t'as pas fait les 26 joueurs. Non, mais t'as les 26 joueurs plus toute la délégation, plus Agüero, le président, plus Agüero, ouais, qui vient de temps en temps. Ouais, d'ailleurs, Messi lui a dit l'autre jour qu'il était un peu serré dans son t-shirt, le Kun. Ouais, mais il commence un peu à prendre. Les Argentins se déplacent avec leur viande. Ils se déplacent avec leur viande, ils se déplacent avec leur herba maté, ils se déplacent avec leur dulce de leche, ils se déplacent avec le pays, quoi. Donc, dulce de leche, c'est la glace aussi. La dulce de leche, c'est la confiture de lait. C'est la confiture de lait que tu peux transformer pour des desserts. Ouais, c'est pas mal du tout. J'aime bien la glace dulce de leche. C'est un peu la pâte noisette. Georges, alors les Argentins n'ont pas tardé à ressortir les déclats de Mbappé, qui il y a quelques temps de ça. Donc ça c'est évidemment très fort là-dessus, les Argentins toujours, qui il y a quelque temps de ça a dit en Amérique du Sud le football n'est pas si avancé que ça. Là, évidemment c'était pas exactement ça qu'il avait dit quand même. J'ai la traduction sous les yeux. C'est pas exactement c'est ça hein. Si, c'est plus ou moins ça. Il avait dit que le football de haut niveau est européen aujourd'hui aussi, il avait dit ça aussi, je crois. Exactement, avec les Argentins et les Brésiliens, pour se qualifier au mondial, ils n'avaient pas de grande concurrence, finalement. Ouais, en gros, le match s'est terminé ici, alors tout le monde a analysé le match en disant, bon, les Bleus, bien, imparables, c'est une équipe difficile à analyser, Griezmann, bien, impressionnant, et puis très rapidement, genre 5 minutes plus tard, toutes les chaînes sont passées en mode comment parar à Mbappé, comment on va arrêter Mbappé, et alors après tout est sorti sur Mbappé, justement la phrase ce qu'ont fait les Anglais, sur le foot sud-américain il y a quelques mois. Exactement. Mais là, ils ont sorti aussi. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Paredes sur Mbappé? Et aussi de dire si Paredes et Di Maria ont quitté le PSG, c'est la faute d'Mbappé. Donc voilà. Il y a tous ces petits trucs qui sont en train de ressortir sur les chaînes télé. Après Paredes, il peut péter un câble sur Mbappé dans le match. T'es en train de nous dire, Georges, qu'en fait, Kylian Mbappé a acheté une maison dans le cerveau de tous les Argentins là. Oh, tu sais, il était déjà dans le cerveau des Argentins depuis 2018, depuis le 8e de finale. Donc c'est vrai qu'il a laissé quelques traumatismes ici, mais depuis qu'il cohabite avec Messi à Paris en plus, les Argentins, je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que depuis que Cristiano est plus on va dire dans la petite guéguerre avec Messi, ils ont un peu les Argentins, ils ont un peu remplacé le rival de Messi par Mbappé, qu'ils ont parfois appelé le successeur de Messi justement. Donc pour eux, l'idée c'est que le roi montre qu'il est toujours le roi dimanche, je pense. Donc il va y avoir toute cette petite musique toute la semaine, parce que là ils ont commencé tout de suite après le match, donc ça va être comme ça toute la semaine, je pense. Ouais, le duel des deux meilleurs buteurs de la compétition. Il y a aussi un petit ballon. Deux stars du PSG quand même en finale. Ouais. Il y a aussi un petit ballon qui peut se jouer aussi sur ce match-là. Un ballon d'une couleur. Même si on en est loin, mais même si c'est septembre de l'année prochaine, mais la Coupe du Monde forcément marquera les esprits. Il y a la Ligue des Champions, mais la Coupe du Monde c'est quand même un élément important pour ça. Si Messi est champion du monde, le Ballon d'Or, je pense que tout le monde lui donnera. Même s'il joue plus pendant 6 mois. Pour qu'il marque, qu'il soit Ballon d'Or. Mais si Mbappé est champion du monde, il aura. Ça voudrait dire que si Messi est champion du monde, Mbappé va bosser pour lui sur la deuxième partie de saison pour renforcer son Ballon d'Or s'il gagne la Ligue des Champions. Oui, mais moi je t'ai vu sur l'équipe TV, je trouve que t'as aussi bien mangé l'assado, toi, dis donc. Il va falloir qu'on se revoie un de ces quatre pour faire des petits sur les 2000 kilos là. Non, écoute, rien que sur la pandémie, j'ai pris 13 kilos. Donc, tu vois le délire. Ouais. Tu partais de loin parce que t'étais sur alors il a changé. Non, mais dulce de leche, assado, les glaces, ici aussi, c'est une folie. Les milanaises, les escalopes milanaises. Non, ici, tu manges pas léger, hein. C'est ça le problème. T'es bien, hein. T'es bien, écoute, t'as l'air très en forme. On ira en Argentine un jour. Merci Walid, merci Daniel, merci Georges, merci Lionel. Salut à tous. Et attention, c'est pas fini. Ah non, la libre antenne est là jusqu'à 2h du matin avec Thibaut Jean-Grande et Nicolas Villas. Salut les gars. Salut Gilbert, salut tout le monde. On n'a pas encore réussi à mettre un maillot de l'équipe de France à Nico, mais on perd pas espoir. L'équipe de France est au final, on aura encore une chance, encore 3-4 chances. On est là en direct. Peut-être qu'il faut pas qu'il en mette un, c'est un porte-bonheur. C'est peut-être justement pour ça que. Peut-être. Non, peut-être dimanche pour la dernière. Ouais, c'est effectivement, reste comme ça, c'est très bien. On vous attend 32-16. On est là jusqu'à 2h du mat. On pousse la soirée, l'after, la libre antenne. Salut Gilbert. Vous nous appelez, vous parlez de ce que vous voulez, les gars. On vous attend sur les
l'équipe de France, bien sûr. On aura des auditeurs de l'After qui seront en studio à Paris. Le meilleur de nos streamers qui sont venus depuis le début de la libre antenne qui sont là. Bref. Pas pour les autres, bravo. Ouais, bah si ceux qui nous entendaient pas, ils reviennent pas. Voilà. Tout simplement. À tout de suite. Il y a pas de pub. Genre là, il y a un générique et on vous dit bonjour dans 10 secondes. 32-16. Attends. Ici, cadeau de ouf malade à gagner à partir de ce soir. On va vous faire gagner des places, le logement, transport et tout pour aller à Doha au Qatar assister à la finale. On explique comment on fait genre dans l'émission dans la teasing de ouf qu'on vient de faire. Dans 10 secondes. Voilà, dans 10 secondes. On y va. RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde.